Quand je vois le marché actuel, par exemple francophone, des dropshippers qui se lancent, les créatives qui produisent, etc., c'est vraiment au niveau zéro. C'est vrai que le marché français est vraiment à la traîne. Là, on a rejoint un groupe privé, il y a tous les GOAT en e-commerce. C'est des autres résultats et je stagne à 2 millions par année de bénéfices, 9 figures. Ça m'a un peu mis une claque, mais ultra positif. Et je l'ai ici à l'écran, je pense que je vais vous faire un partage d'écran. Je voulais justement le template, c'est quelque chose que je vois nulle part, personne n'en parle, c'est game changer. Je te propose qu'on balance une dernière petite value. Ça, juste, c'est un glitch énorme. Et au podcast aujourd'hui, je suis bien accompagné avec Mathéo. Aujourd'hui, on n'est que deux, donc on va pouvoir rentrer plus en détail sur des stratégies qui font chiffrer, des stratégies de productivité. Moi, Nico, j'ai une question. On est aujourd'hui en début d'année 2025. Quand les gens vont regarder ce podcast, ils vont être en début d'année 2025. J'aimerais bien qu'on brainstorm comment est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce que sont nos conseils, même si on n'a pas des conseils absolus, mais comment est-ce que nous on fait pour organiser notre année 2025. Je sais que toi tu es très ambitieux, je suis très ambitieux, donc ça serait intéressant de brainstormer par rapport à ça, comment on s'organise, comment on fixe nos objectifs, comment on fait en sorte de les atteindre, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que les gens fassent des erreurs fatales qui leur empêchent d'obtenir leur objectif 2025. Donc si on pourrait juste brainstormer par rapport à ça, je pense que ça peut être important durant ce podcast. Pour moi, déjà, pour réussir son année, même les années qui viendront, ça commence dans notre état d'esprit. Avoir le bon mindset, comme on l'a dit dans les derniers podcasts, ça fait une différence qui est énorme entre une personne qui va commencer son année avec une mauvaise humeur et en étant pessimiste. L'année, elle va être difficile. Mais une personne qui commence en se disant que ce sera la meilleure année, c'est peut-être une motivation qui va rester peut-être un mois, mais autant profiter de cette motivation qui peut découler sur une excellente année. Donc pour moi, ça commence avec le bon état d'esprit. Mais en fait, quand tu parles, moi je pense que pour avoir le bon état d'esprit, déjà, il faut avoir de la motivation, donc il faut y croire. Donc je pense que si tu n'y crois pas, tu vas essayer de te motiver, ça va être très dur. Donc je pense que le premier truc à faire, c'est peu importe le stade où c'est que tu es dans le business, de regarder des gens qui sont au-dessus de toi et de voir concrètement que c'est possible. Et de voir plein de gens qui sont au-dessus de toi. Parce qu'il y a il y a des milliers de personnes qui vivent du e-commerce, il y a des milliers de personnes qui font des chiffres astronomiques avec l'e-commerce. Mais quand on les voit pas, quand on voit pas concrètement, ça motive moins. Et rien que le fait de les voir, ça motive. Totalement. Je parlais avec l'autre jour une personne qui était un peu dans l'e-commerce il y a quelques années, mais maintenant elle n'est plus trop. Je l'ai croisé ici sur Dubaï, il me disait mais l'e-commerce ça marche vraiment. J'entends que tout le monde vend sa formation, son SaaS. Est-ce que vraiment les e-commerçants ça fonctionne sans faire des choses un peu louches en scammant, etc. Et en fait, c'est juste l'entourage déjà pour voir que ça fonctionne vraiment. Je suis entouré que par des e-commerçants qui font des 30, 100, 500 KD. Et ça me motive énormément à faire mieux que sur le long terme. Ouais. Donc c'est super puissant. S'entourer. Donc si vous êtes quelque part où c'est qu'il n'y a personne qui chiffre, allez dans des groupes. On a ouvert un groupe WhatsApp gratuit, c'est que le but c'est ça. On va filtrer les personnes qui rentrent dedans, mais le but c'est d'avoir une communauté bienveillante, qui partage aussi, qui motive. Parce que pour moi, c'est aussi le truc qui me motive le plus. Là, on a rejoint un groupe privé dernièrement, toi et moi. Et dedans, il y a tous les GOAT en e-commerce. Donc là, c'est des autres résultats. Et des gens se présentent. Ok, moi j'ai fait. Là, je stagne à 2 millions par mois, à 2 millions par année de bénéfices, 9 figures. Là, je suis close des 10 figures, 9 figures. Et moi, ça m'a un peu mis une claque, mais ultra positive. C'est-à-dire, en fait, il y a tant de gens qui chiffrent, c'est que c'est encore plus possible. Donc, je pense vraiment le truc important, c'est de voir des résultats concrets pour vous motiver. Et ça, c'est le premier des trucs. Ça va donner une essence de motivation énorme. Totalement. Et essayer de ne pas sauter à droite à gauche parce que chaque année, les personnes ont un nouveau business, etc. Nous, on fait du e-commerce depuis vraiment très longtemps et ça aide énormément. Ça aide énormément qu'on s'immerge juste dans l'e-commerce. On sait les trends qui vont arriver, on avance, on sait ce qui fonctionne. Et on sait aussi qui suivre et ça nous montre vraiment d'y croire quoi. D'y croire que c'est possible de faire des sommes astronomiques dans ce business-là. Donc deuxième point, si on pourrait dire, ça serait de plutôt réfléchir
Donc, ils ont leur objectif, ils sont motivés. Maintenant, il faut qu'ils restent sur un plan précis, enfin, pas divaguer. Enfin, ça, c'est aussi une erreur. Moi, par exemple, je parle personnellement, là, j'ai plein d'opportunités, j'ai plein de choses à faire. Et là, mon travail, c'est de cleaner pour me concentrer seulement sur ce qui peut me permettre d'obtenir ma vision. Et bah, sinon, il y a plein de business qui pourraient marcher, plein de trucs qui pourraient marcher, mais si je veux tout faire, je vais pas réussir à obtenir ma vision parce que j'aurai un peu des bons résultats ci par là, ça me prend du temps. Donc ouais, je pense que le deuxième truc le plus important, c'est de réfléchir le moyen pour y arriver et avoir un moyen le plus focus possible. C'est-à-dire moins de choses possibles, un business possible qui est prouvé, si possible, le business que vous faites actuellement. Si vous regardez cette chaîne, j'espère que c'est du e-commerce, sinon je pense que vous faites chier. Et, Non, même pas. Conseil mindset, ouais, conseil on mindset. est pas mal en vrai. En vrai, je sais pas si c'est intéressant pour ceux qui regardent pas et qui sont pas dans l'e-commerce. Je sais pas si vous Si, je pense. si vous regardez pas, si vous faites pas du e-commerce et que vous regardez ce podcast, mettez en commentaire. Je suis curieux. Mettez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je suis curieux. Et ouais, donc focus sur un type de choses que vous faites. Si vous faites par exemple du méta et que vous êtes bon dans méta, bah, continuez dans méta. Si vous faites pas de méta, bah, je vous conseille de faire de méta parce que c'est le truc le plus important. Mais ouais, de rester dans ce que vous savez faire, simplement devenir meilleur là-dedans. Totalement. Tant que le premier business ne rapporte pas 50K de bénéfices par mois, faut pas aller voir à droite à gauche. Faut focus sur ce que vous faites déjà actuellement. Bon, après, quand une personne elle est dans le mauvais business, il faut. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais il faut prendre. En fait, il faut se demander si dans le business que je suis actuellement, il y a beaucoup de gens qui chiffrent. Est-ce que je pense déjà être dans les tops? Sinon, ça veut dire que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais bien sûr, il faut aussi se poser la question si c'est le meilleur business pour moi cette année. Ouais. Parce que des fois, il y a des business qui arrivent. Bah, il y a TikTok Shop, par exemple, qui arrive. Et si tu fais que du Facebook, tu dis non, moi, je fais que du Facebook. Bah, peut-être c'est pas une erreur, mais moi, je conseillerais de déjà bien maîtriser Facebook, puis après, quand même, de le lancer parallèlement un peu sur TikTok Shop, vu que l'opportunité est énorme, par exemple. Totalement. Je suis d'accord avec toi, à 100%. Et TikTok, quand on dit TikTok Shop ou si TikTok Ads, parce que ça va ensemble, Ouais. quand TikTok Shop, quand une personne chiffre beaucoup en TikTok Shop, il lance du TikTok Ads et ça, ça pète aussi. Donc, Ouais, et TikTok organique aussi. De tout réutiliser l'écosystème. Donc, on a vu comment se motiver, rester focus. Ensuite, comment s'organiser. s'organiser l'année ou s'organiser par semaine? S'organiser l'année. Toi, tu fais comment? Bah, moi, ça dépend de mes objectifs en fait. Ça dépend des mes objectifs de l'année. En fait, j'ai plusieurs sections. J'ai la première section où je me visualise le mois du futur. Parce qu'en fait, si on se visualise par exemple dans 10 ans, on saura ce qu'il faut faire d'ici 5 ans, on saura ce qu'il faut faire cette année. Après, faut pas non plus être figé dans une vision et être ouvert à des opportunités comme TikTok Shop, etc., qui peuvent arriver et vous faire énormément d'argent. Je me rappelle que voilà, j'étais plongé dans l'e-commerce, j'avais un projet de marque, j'avais du drop qui tournait. Il y a les NFT qui sont tombés sur le chemin. Je sais que toi, tu as été resté focus e-com, mais moi, j'ai quand même pris cette voie des NFT juste le moment où c'était arrivé, pendant plusieurs mois. J'ai quand même réalisé plusieurs millions en vente. Au plus j'avance justement dans le business aujourd'hui, au plus c'est difficile de me enlever de la trajectoire que j'ai justement dans cette vision-là. Mais je suis toujours ouvert à une opportunité qui rapporte des millions, bien évidemment. Donc moi, là, j'ai une vision, une biographie de moi à 35 ans. Ensuite, justement, avec cette vision de 10 ans, j'ai mis aussi dans 10 ans un vision board. Ça, on va en parler peut-être plus tard dans la vidéo. Mais c'est quand même important. Je sais que là, on parle de l'année, mais avoir une vision sur 10 ans pour ensuite savoir comment faire cette année, pour moi, ça aide beaucoup. Donc, j'ai un vision board avec tous mes objectifs dans 10 ans. Ensuite, voilà, j'ai quelques affirmations positives. On en parlera plus tard, bien évidemment. Et ensuite, je mets mes objectifs justement à 1 an et ensuite mes objectifs à 3 mois. Donc, l'année, en fait, c'est pas vraiment l'année, c'est plutôt déjà les 3 prochains mois, qu'est-ce que je dois atteindre pour qu'à la fin de l'année, j'aurai atteint ça. Donc, j'ai 3, 4, 5 objectifs que j'ai de l'année et ensuite, soit avec ChatGPT et avec mon calendrier, avec un système d'OKR, eh bien, j'ai mon année qui est faite parce que j'ai mes objectifs à la fin de l'année. Et beaucoup de personnes se focalisent genre juste sur 1 an, mais oublient qu'en plusieurs années, on peut faire des choses astronomiques. Tout le monde se met le focus, OK, 2025, je fais tout cette année, je vais tout atteindre.
Mais l'année prochaine, Mhm. il faut compter, il faut prendre en compte tout ça. Et c'est ce que je fais justement avec cette vision à 10 ans où c'est que step by step, je vais arriver à des choses astronomiques. Donc, Putain. système OKR, toi, tu utilises aussi ou? Mhm. Ouais, exactement. Un peu comme toi. J'essaie d'avoir une vision un peu élargie. Des fois, j'essaie même de me demander quelle serait ma vision board dans 5 ans. Mhm. C'est-à-dire, dans 5 ans, si je devais faire une vision board, ça serait quoi? Donc, j'ai atteint Tu tous mes demandes à l'IA résultats. Non, ou? non, simplement, je réfléchis. C'est Ok. assez compliqué à y réfléchir. Donc, c'est assez difficile à concevoir. Ok, t'as atteint tous tes objectifs, ça va être quoi ta vision board? Et des fois, ça te permet d'avoir ta vision plus longue ou de repenser à des points vraiment qui sont importants et de pas négliger maintenant. Donc, sinon, je fais pareil que toi. OKR, pareil. Je décompose mon objectif en années. Enfin, mon objectif est plutôt annuel. Ensuite, je décompose en quarters. Et dans les quarters, il y a des objectifs, Mhm. sous-objectifs, et classés par finance, donc un objectif financier pour du e-commerce, de personnes, et qu'est-ce que je trouve encore et de structure. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quelles personnes il faut avoir? Quels sont les sous-objectifs financiers pour atteindre l'objectif du quarter qui va venir atteindre l'objectif annuel. Donc, après, tu veux faire 50 millions l'année, bah, tu vas venir décomposer ton OKR, tu vas regarder ce qui va être logique par rapport à ton objectif, quelle personne il faut avoir dans ton équipe pour obtenir la vision, qu'est-ce qu'il faut mettre en place de manière structurelle. Si tu vois que tu fais du Pinterest et qu'il n'y a personne qui fait 50 millions avec un produit sur Pinterest, ben, tu sais que tu vas pas atteindre ton objectif. Donc, tu vas venir décomposer ton année par rapport à ta vision et de manière assez précise, on va dire. Donc, ça, c'est ouais, je dirais le point le plus important, c'est de bien prendre le temps de bien préparer ton année. Je sais plus c'est qui dit, mais je crois que mieux une minute d'organisation égale 1 heure de temps gagné ou un truc du style. Ouais, totalement. C'est comme la citation là qui dit déguiser sa hache pour casser Ouais, beaucoup plus rapidement un arbre. ouais, 100%. Donc vraiment prendre le temps de s'organiser, c'est chiant. Enfin, c'est Ouais, pas chiant, c'est très embêtant parce que tu as c'est des dur tâches. mentalement. Ouais. Ouais, ouais, mais moi, c'était ça. Il y a 2-3 mois, j'ai vraiment tout organisé ces prochaines années. Et ça m'a pris Mm. presque 3 jours, mais Ouais, de 10 porcs, ouais, limite, tu vois. ouais, c'est ça. Et j'avais des tâches à côté qui rapportaient du cash flow instant. Et j'ai dû repousser. C'était très embêtant. Je sais pas si c'est le bon mot, chiant, mais voilà, comme. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, difficile et on va se dire, ok, mais si, comme d'habitude, je veux tout organiser, ça va pas se passer comme prévu. Ben oui, mais si tu organises bien, bah, tu iras beaucoup plus loin et tu vas vraiment aller sur une autoroute plutôt que des petites routes. Puis même totalement. peut-être jamais atteindre ton objectif. Parce que tu te focaliseras toujours sur les bien-être instantanés, sur les shots de cash flow, les shots de. Enfin, les shots de cash flow, Dopamine, cash flow. les cheveux de dopamine. Non, mais pareil, Oui, par exemple, oui. tu vois une opportunité où tu penses trop Oui. court, bah, tu vas venir jamais obtenir ta vision de 50 millions. Parce Ouais. que tu seras que sur des trucs courts. Ouais, toujours, Donc, tu penses à faire de l'argent le lendemain, mais ouais. ouais. Et pour l'organisation à l'année, je sais qu'il y a un fichier Excel que tous les gourous ont repris, tout le monde, tous les formateurs, même que tu connais, qu'on connaît, ont repris. C'est une warm-up, en fait, de Sam Ovens. Mhm. Et je l'ai ici à l'écran. Je pense que je vais vous faire un partage d'écran. Et ici, on voit toute l'année. Tu vois toute l'année. Par exemple, ici, c'est la warm-up 2024. Et et ça date, hein, mais tout le monde le reprend et font la même chose. Je pense que tu vois, Mm. peut-être tu as acheté des formations francophones et ils montrent un peu la même chose. Et je l'avais vu et je voulais justement le template. Ouais, Et ben, je l'ai aujourd'hui. Donc, merci pour le podcast. Enfin, merci pour le template. ouais, bah c'est une copie de Savomens, tout le monde la copie dans tous les cas. Donc en fait, tu as tous les mois de l'année et tu as ici à droite, tu peux mettre en couleur ce qui est important. Donc par exemple, tu mets ici, toi, je sais que tu as une période de décharge. Ah oui, Après, on va en parler, ouais. ouais, Enfin, on peut en parler direct. je sais pas, toi, c'est après 5 semaines, je crois. Donc c'est chaque mois, t'en fais une. Euh, Lui, il en fait toutes les 6 semaines. donc, lui, il en fait une à la fin de 3 mois. Il fait une semaine de décharge. Mais c'est pas une décharge, en fait, c'est vraiment des vacances. Vacances, ouais. Donc, et après, tu peux ajouter une case ici. On mettra à l'écran, bien évidemment, un screen record. Ou je peux mettre ça en bleu ou violet.
et je mets ici, OK, ces jours-là, on a un mastermind, etc. Ce jour-là, le 21 au 24, on a le lancement avec un tel ou tel influenceur, etc. On peut aussi mettre chaque jour euh, des petits points. Et ensuite, on a divisé par mois et chaque mois les tâches nécessaires pour accomplir le. Ici. Par exemple, ici, je veux dire 1er août, atteindre 504 chiffres d'affaires avec la marque A. Et ensuite, janvier, février, mars, avril. Ici, on a en bas main objective. Et on peut mettre l'objectif, OK, bah là, à avril, c'est d'avoir fait 300K. Pour avoir fait ces 300K, en mars, en février, on a tout ça comme tâche à faire. Et du coup, boum, on planifie tout. Et il y aura une différence énorme entre les personnes qui s'organisent cette année et les années prochaines, et plutôt que les personnes qui font à la va-vite les années qui ne s'organisent pas. C'est une différence qui est énorme. Et lui utilise toujours ça, ce vieux fichier Excel. Sam Ovens l'utilise toujours aujourd'hui. Donc Sam Ovens, pour ceux qui ne connaissent pas, il avait Consulting à l'époque, il s'était fait connaître sur YouTube. Il a fait énormément de chiffre d'affaires avec son offre de consulting. C'est un peu l'ancien Iman Gandhi, l'ancien Charlie Morgan. Et finalement, bah là, il a créé School il y a quelques années. Alex Hormozy l'a rejoint. Et là, c'est en train de cartonner. Donc, c'est une personne à suivre. Ouais, 100%. Et ensuite, il a aussi fait une priorisation de ses projets. Ça, par contre, je ne l'ai pas mis en place. Mais en gros, tu mets tous tes projets. Donc, bah, tu parlais de tes projets là. Il met tous ses projets, l'impact, la confidence, à combien de pourcents il est sûr d'atteindre cet objectif, le nombre d'efforts que ça prend, le score, etc. Mais il y a des vidéos plus poussées en anglais qui montrent tout ça. Mais on mettra ça dans la C'est description. énorme. Hein. Vraiment, si vous appliquez ça, vous prenez le temps de passer, comme il a dit, 3 jours sur comment atteindre votre objectif. Vous préparez un plan de guerre, comme on l'a dit, avec ce template-là, et vous priorisez. C'est sûr que vous irez beaucoup plus loin que si vous n'étiez pas organisé. Et même, vous allez venir augmenter drastiquement vos chances de réussir. Donc ça, bah, c'est ce qu'on fait. Et franchement, si on ne s'organise pas, si on n'arrive pas à prendre de la hauteur, ben, on ne va pas voir. Un exemple tout bête, ok, ben nous, par exemple, on s'est fixé tant de millions cette année. Et ben, ça nécessite qu'on doit faire tant de millions dans le premier quart-heure, par exemple. Et le premier quart-heure, ben, pour ceux qui ne savent pas, il y a une nouvelle an chinois. Donc, pour certains produits, par exemple, on n'a pas de stock, ben, il faut anticiper du gros stock parce qu'on veut faire plus de résultats que l'année passée. Donc, on ne peut pas faire le même nombre de stocks. Donc là, ben, on a anticipé. Heureusement que j'ai préparé ça pas trop tard. Ben, on a anticipé, ok, ben, on va faire plus de stock. Totalement. Mais si on n'avait pas ce plan-là large, eh ben, ce qui serait arrivé, c'est qu'on ben, on aurait fait comme l'année passée ou un peu plus. Mais non, si on veut faire beaucoup plus, ben, il faut anticiper les choses. Totalement. Et après la semaine, moi, je l'organise avec Google Agenda. Donc, sur Google Agenda, on peut mettre plusieurs agendas. Et on peut mettre, moi, je mets mes habitudes. Là, je vais mettre un screenshot à l'écran. J'ai en fait, de telle heure à telle heure, j'ai Deep Focus, enfin Deep Work. C'est mes sessions où je fais vraiment le Deep Work. Ensuite, juste avant le Deep Work, j'ai tout ce qui est visualisation, affirmation, etc. Je fais une toute petite marche d'1 minute où juste je prends le soleil, etc. Et ensuite, je fais mes pas quotidiens parce que je fais beaucoup de pas. Je vais soit au fit, soit je fais un sport. Et ensuite, je refais un peu de travail. Mais le deep work, c'est vraiment entre le matin et le soir avant mes pas. C'est là où vraiment je suis le plus concentré. Et ensuite, après cette session-là, je peux me permettre de faire des appels avec les équipes, etc. Donc, c'est comme ça que j'organise mes journées. Et mes semaines, du coup, je les organise surtout le dimanche. Donc, le dimanche, je viens et je mets sur mon Google Agenda les trucs, les choses importantes et les tâches que je dois accomplir. Donc, grosso modo, c'est comme ça. Et ensuite, ça, c'est dans la journée d'avant. Bah, là, en ce moment, je peux même montrer. Je mets sur papier. On va pas montrer ma to-do list d'aujourd'hui, mais j'ai sur papier, en fait, je mets à l'écrit. Et ça, c'est vraiment, j'aime bien parce que c'est vraiment moche. Et pourquoi une feuille jaune comme ça? Non, j'ai commandé et c'est arrivé comme ça. Mais vraiment. J'ai commandé, c'est arrivé comme ça. T'as commandé blanc, c'est arrivé jaune. En fait, j'ai commandé sur l'application ici à Dubaï, c'était le seul qui était dispo, Okay. qui est arrivé en 10 minutes. Donc, mais en fait, au quotidien, c'est 3 tâches au minimum où c'est que ces 3 tâches vont vraiment
énormément m'aider. Et ensuite, 2 ou 3 habitudes, tout simplement. Donc, les pas, sport, manger sainement, et cetera. Ok, donc là, on a décomposé donc, comment vous avez planifié votre année. En semaine, vous allez mettre des objectifs par semaine, puis ensuite, vous allez réussir vos semaines. Et pour réussir vos semaines, il faut chaque jour être productif, se sentir bien, avoir l'esprit clair aussi. Parce que, par exemple, un truc tout bête, si vous optimisez pas votre sommeil, moi, je sais que si je n'optimise pas mon sommeil, c'est impossible pour moi d'atteindre mes objectifs. Sur le long terme, je sais que c'est pas possible. Parce que si je suis fatigué, j'arrive moins bien à réfléchir, je suis moins bien motivé, je vais moins tenir mes routines, ça va être en baisse de motivation. Donc, je sais que le sommeil, c'est très important. Donc, j'optimise chaque jour pour avoir un sommeil excellent. Et toutes les autres routines qui me permettent d'être productif. Mais pour résumer, on sait, je sais tes routines, tu sais mes routines, on en discute beaucoup, donc ça se ressemble beaucoup. Moi aussi, je prépare ma semaine le dimanche. On fait à peu près les mêmes routines chaque jour. Et je dirais, le plus important, c'est les séances de deep work. Donc, en fait, il faut tout que vous optimisez pour avoir 2, voire 3, voire 4 si vous êtes vraiment bon, séances de deep work. C'est que vraiment, vous abattez du travail très, très vite dans la journée. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'une séance de deep work, ça doit bien se préparer. L'erreur que je faisais avant, c'est que je préparais des séances de deep work. C'est que ça, je vais faire ça. C'est-à-dire, ok, je vais juste, je prends un exemple tout bête, je vais créer des créatives. Voilà. Et le problème, c'est que si on ne crée pas un deep work bien précis, on va pouvoir mettre plus de temps ou divaguer. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je crée un deep work bien précis. Ok, je vais créer des temps de créatives. Ça exactement, donc je break down tout à l'avance, je mets le temps estimé. J'estime toujours un peu plus de temps que le temps que je pensais faire. Si je pense que ça va être 2 heures, je vais mettre peut-être 2h30. Je dirais environ 50% de plus de temps. Et ensuite, je vais essayer d'abattre le plus vite possible. Donc ça, j'ai appris dernièrement dans un livre qui est le livre Comment gagner du temps. Et il dit un truc tout bête, c'est qu'on a discuté avant. Dans une séance de deep work, tu peux simplement te dire, ok, je vais faire le truc le plus vite possible. Admettons qu'on me met un pistolet sous la tempe et que je dois abattre le plus de travail possible. Comment je ferais, comment je fonctionnerais, ou je me mets dans cet état-là. Et j'arrive assez bien à me mettre dans cet état-là, et c'est vrai que c'est game changer, parce qu'on va beaucoup plus vite, on fait les choses plus vite, on se perd moins. Et après, à la fin de ces séances de deep work, on a vraiment senti que c'était un deep work, puis qu'on allait très vite. Donc voilà. Totalement, j'avais quelque chose qui était un peu similaire. J'avais entendu une cotation là. Que en fait, si tu dois aller d'un point A à un point B, si tu sais que ta famille elle est dans une maison où c'est qu'il y a du feu, etc., tu dois aller les sauver, tu iras beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais. Et si tu es toujours dans ce mindset-là, tu dois toujours être plus vite que tes concurrents, tu vas faire ce qu'ils font en une année, en un mois. Ouais. Mais ce livre, tu l'as lu il y a longtemps? Dans l'avion. Ok. Hier. Excellent. Un truc que j'aime bien, c'est dans les trajets, j'essaie d'optimiser en formation. Et là, d'habitude, je lis des formations. C'est-à-dire, là, j'avais pré-téléchargé des formations pour mon trajet de Suisse à Dubaï hier, des formations sur les créatives, le copywriting. Le seul problème, c'est que ça n'avait pas fini de se télécharger. Du coup, j'ai dû lire un livre que j'avais déjà, et puis j'ai lu un livre dans l'avion et travaillé un peu. Donc, j'ai discuté avec pas mal de commerçants à succès, et c'est vrai qu'ils optimisent toujours leur temps de trajet, d'avion notamment, pour aller en profondeur sur des points, pour réfléchir. Et ça, c'est quelque chose que je vois nulle part, personne n'en parle, mais de prendre des moments où c'est que tu penses sur un point précis pendant tant d'heures, enfin tant de minutes, c'est game changer. Je pense qu'on a déjà parlé dans les podcasts, je me rappelle dans le plus. dernier, ouais. Mais je le répète parce que c'est vraiment trop efficace. Du coup, c'est quoi ton process pour ne pas penser à quelque chose? Alors mon process, c'est ça, c'est je me fixe un objectif précis, ok, pendant tant de minutes, là je suis en trajet en voiture, je suis en trajet en avion, je vais réfléchir sur ça, un objectif clair. Ok, pendant tant de minutes, je vais réfléchir sur comment est-ce que je peux faire pour être encore plus profitable actuellement avec ma brand. Est-ce que tu utilises l'IA, ChatGPT, ou c'est vraiment... Non, souvent c'est cerveau? hors ligne. Souvent j'ai juste mes pensées. Souvent j'ai juste je suis en avion, je suis hors ligne, ou je suis en voiture, je conduis, donc j'ai juste mes pensées. Donc là, c'est juste au niveau des pensées. Je réfléchis sur un point et je commence à réfléchir. Le cerveau, il va venir trouver des solutions rapides. Ok, au départ, c'est agréable. Puis au bout d'un moment, on a fait le tour. Et là, c'est là qu'on a envie d'aller sur d'autres choses. C'est là qu'on a envie de je peux changer de sujet, je peux penser à autre chose. C'est ce qu'on fait en fait durant toute la journée. Durant toute la journée, on pense à des trucs, c'est agréable. Puis après, dès que ça devient un peu désagréable,
ou inconfortable, on change. Mhm. Et là, le but, c'est de rester sur ces pensées-là et continuer. Puis c'est là qu'en fait, on va avoir les nouvelles choses, les nouvelles insights, les inspirations de génie. Et ça, il faut se forcer. Et après, le mieux encore, je dirais, c'est ça, tu le fais en état méditatif. En état méditatif, c'est bangers. Et tu utilises l'IA ou vraiment pas du tout? Ben là, rien, juste mon Ok. cerveau, pas l'IA. Mais Excellent. après, tu as des idées et après, tu peux les développer avec l'IA. C'est comme ça que je recommanderais à faire. Et un truc que je suis en train de réfléchir à mettre en place, c'est faire une session comme ça de 10 minutes avant mes deep work. C'est-à-dire, avant mes deep work, je pense à mon deep work et je vais venir brainstormer comme ça, avec moi-même, les yeux fermés. Et j'ai commencé à le faire et ça marche assez bien. Parce que tu as Avant plein chaque d'idées. deep work? Ben, je vais voir si j'arrive à le faire avant chaque deep work. Ok. Ou avant des tâches qui demandent beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion. Ouais, mais moi, je sais que vu que je fais quotidiennement, tu vois, de la marche, bah, je le fais. Enfin, en principe, je suis toujours à être à l'affût des formations que j'écoute, etc., quand je marche. Mais quand j'ai rien à écouter, etc., j'aime pas forcément écouter de la musique. Parce que, comme on a dit, bah, ça remplit trop ta dopamine et après, c'est difficile à être refocus. Et c'est vrai que j'ai des idées, pas de génie, mais presque, hein, quand tu marches, simplement. Mhm. Quand je marche dans mon quartier ici, qui est calme, malgré que ce soit Dubaï, hein, Dubaï, c'est pas que des voitures, il y a des endroits très calmes. Quand je marche, j'ai des idées vraiment. Pourquoi je ferais pas ça, qui en fait peut rapporter beaucoup plus et que je suis focus sur ça. C'est vrai que ça aide énormément de se libérer le cerveau. Donc, très très puissant. Et si tu as un process applicable, du coup, pour les personnes qui regardent, c'est de faire ça pour optimiser leur deep work et ou à chaque fois qu'ils sont. Ouais, je dirais fixer des moments dans la semaine ou même dans la journée Ouais. où c'est que vous avez des moments de réflexion. Ok. Pas juste dans le travail acharné, même si vous êtes débutant, des moments de réflexion pour juste réfléchir sur des points précis. C'est important. Puis après, vous pouvez faire des moments de marche aussi où c'est que vous n'avez pas besoin forcément de penser à un point précis, juste de laisser les pensées, juste de laisser votre inconscient vous trouver des réponses ou des fois dire ok, mais là, t'as pas remarqué, tu es en train de faire ça. Mais juste avoir des moments de réflexion. Puis après, de travailler avec son cerveau, ben là, sur un point précis, les yeux fermés ou en voiture ou en avion, peu importe, en profondeur. Et après, je dirais, plus vous avez de l'expérience dans le business, plus ça va être valuable parce qu'en fait, vous aurez plein de choses. Puis Ouais. c'est juste des pensées que vous avez déjà, que vous devez remettre en ordre. Ouais, ou plus ou si vous avez de formation. Ouais. C'est pour ça que c'est important de toujours se former. Parce qu'après, on entend une petite phrase dans une formation qui fait que, en fait, c'est super intéressant de faire ça. Et ça vient après, des fois. Ça vient Ouais. pas tout de suite quand on achète des Exactement. formations. Ça peut venir quelques temps après et c'est super puissant. Ouais. Donc ça, il faut prendre note. Ouais, donc là, on a pour l'année 2025. Est-ce qu'on a tout donné pour l'année 2025 ? Je pense qu'on a oublié de mentionner un point, c'est aussi l'environnement, le setup. C'est-à-dire, OK, on fait une séance de deep work, mais il y a un point qu'on n'a pas pensé, c'est l'environnement autour de nous qui peut nous permettre d'accélérer nos résultats, de mettre sur une rivière qui va très très vite vers la réussite. Et ça, si on pourrait donner quelques tips, ça serait quoi ? Moi, un environnement qui est propice à être en deep work et vraiment à être dans la zone, dans l'état de flow, c'est avoir, bah, comme tu dis, un bon setup. Donc déjà, ça commence par l'endroit où tu travailles. Ne pas avoir des enfants qui courent à droite à gauche, qui crient. Moi, c'est mon horreur, c'est ma hantise. Et je peux pas bosser avec ça. Et d'utiliser des casques à réduction de bruit, ça aide beaucoup. Ou même rien que utiliser les loops, je crois que ça s'appelle. Et ensuite, un casque dessus et on rentre dans le focus beaucoup plus rapidement. Et sinon, un glitch que j'ai repris récemment, que j'avais mon setup en Suisse à l'époque et j'étais vraiment bien focus. Et là, depuis 2 mois que je suis à Dubaï, j'avais pas encore cet état de flow extrême et maintenant je l'ai retrouvé depuis que j'ai mon setup. En fait, c'est vraiment, j'ai mon clavier hors du MacBook. J'ai vraiment un clavier mécanique, je crois que ça s'appelle. Ça aide vraiment quand, en fait, quand tu touches, la touche remonte plus rapidement et du coup, tu es plus rapide en fait. Ouais. Une souris aussi, avoir 2 écrans. Et l'écran, super, super important. Je pense que ceux qui ne sont pas gamers ou qui ne connaissent pas encore ce type d'écran, c'est littéralement un glitch pour moi. C'est les écrans au minimum 240 Hz. Parce que quand... Minimum. Oui, Ouais, c'est de la moi bombe. j'ai des écrans 240 Hz, du coup là. L'écran normal des MacBooks, même les plus récents, c'est beaucoup moins. C'est divisé par 2 voire 3.
Et avec un écran de 140 Hz, et ça, c'est des petits hacks de productivité, Mmh. mais qui sont quand on scale des petits Mmh. points qui font une différence. Et du coup, quand on bouge la souris, ça bouge instantanément. C'est instant. Et les 2-3 premiers jours, ça va faire un peu mal à la tête, un peu mal aux yeux. Mais je vous conseille sincèrement, si vous avez un setup, un bureau, etc., prenez des écrans de 240 Hz. Ça fait une différence énorme. Vous allez être beaucoup plus vite. Et même moi, partout sur le trackpad, je mets toujours au maximum et je vais dans le code, je rentre dans la console. Là, je bouge. Ça bouge très rapidement parce que j'ai modifié dans la console le fait que ça bouge rapidement. Pour moi, la rapidité, elle est super, super importante. On a tellement de clics à faire, Mmh. tellement d'onglets. Et vu qu'on gagne un petit peu de temps, comme tu as dit, le fait d'être rapide, ça aide. Vu qu'on gagne un petit peu de temps, plus un petit Mmh. peu de temps, plus un petit peu de temps, Ça plus un fait petit peu de temps, ouais, bah c'est énorme. c'est banger. Il faut que je m'achète un écran de 140 Hz. T'en as pas? Pas de 140, j'avais acheté un 180 Ok. Ah, mais ça va, je crois que c'est pas mal. Mais et il 200. marchait. Avec mon Mac, ça marchait pas, c'était flou. Ah, Et en fait, je sais pas si ça marchait pas. Alors, j'aurais recommandé un autre qui est pas 180, qui est 160, je ah crois. non, non, Mais il faut 240. non, Ouais, il faut ouais, 240. Moi, j'utilise un Dell, je crois. Je sais pas si ça peut t'aider. ouais, Dell, c'est bien, hein. Et non, c'est Full HD, même 2K ou 4K. Et ça, c'est un bon glitch. Ah, mais on mettra une vidéo de, encore une fois, Sam Ovens qui partage son setup de productivité, où c'est que lui, il a vraiment son clavier, une souris, un écran, ou deux, mais c'est surtout un écran. Et il montre aussi après les applications qu'il a à l'intérieur du MacBook. J'ai pas mal d'applications qui sont aussi intéressantes, qui peuvent aider au setup. Des plantes aussi. On a vu Mhm. ensemble que les plantes, ça augmente la productivité. Donc Mhm. ça augmente de 25 presque. 20%, ouais, 20%. 25, ouais. Si c'est une vraie Si c'est une plante, vraie plante. Si c'est une faux plante, 5%. 5%. Un point aussi très important, c'est le fait de la température. C'est de ne pas avoir trop chaud. Et ni trop froid. Ni trop froid En aussi, mais Suisse, j'avais surtout. froid, j'avais de la peine à taper. Ah oui, ouais, les doigts. Ouais. Mais surtout trop chaud parce qu'à Bali, etc., tu as des spots pour travailler et les gens, ils sont vraiment pas productifs. J'avais vu sur Reddit tout ça. Et en fait, vraiment, c'est quand on a trop chaud, c'est trop difficile à être Mhm. focus. Alors, avoir la bonne température, et ça aide beaucoup. Après, on a énormément d'autres glitches. Et Si on peut aller très vite dans les hacks. Vas-y, on va aller dans les hacks très vite. Donc déjà, un premier hack, regardez sur ChatGPT pour avoir un emplacement Feng Shui. Un emplacement Feng Shui, se dire quoi? Se dire il y a certains endroits où c'est que vous serez moins bien, vous vous sentirez moins bien dans la pièce. Par rapport à la porte, par rapport à ce qu'il y a. Donc toujours regarder sur ChatGPT. Par exemple, si la porte est là, il ne faudrait pas tourner le doigt à la porte. Sinon, ça va vous impacter, vous allez moins bien travailler. Idéalement, avoir un environnement bien rangé, bien clean, parce que tout ce que vous voyez, ça va venir impacter vos cerveaux. Donc si derrière, vous voyez des choses qui sont pas totalement, ordrées, ça va impacter votre cerveau. Si vous voyez une plante, ça va venir améliorer votre humeur. totalement, totalement. Et aussi, éviter d'avoir des reflets sur l'écran de soleil et tout. Mhm. Ça enlève le focus. Si vous pouvez avoir des rideaux noirs, etc., quand vous travaillez, ça aide beaucoup. Hormozy le fait. Il a énormément de maisons, il a des bureaux partout. Il a surtout un bureau où il s'est mis un rideau noir de presque tous les côtés parce qu'il aime pas voir les journées Mhm. qui défilent quand il travaille. Et ça l'aide énormément. Et après, on a des personnes aussi que je connais qui sont focus genre 12 heures, 13 heures par jour, juste une salle toute petite et ils ont juste leur ordinateur, Mhm. leur setup. Et ça, c'est aussi super puissant. Après, je sais que toi, tu as aussi une astuce avec la pierre. Ouais, alors c'est pas une astuce. En fait, justement, quand je suis venu à Dubaï, je me dis ok, il faut que j'ai le meilleur setup possible. Donc j'ai un peu regardé les hacks. C'est pour ça qu'on avait discuté des plantes, qu'on avait découvert que les plantes, ça améliorait la productivité. Et il y a aussi une pierre, c'est le quartz blanc, je crois, qui améliore la concentration et la productivité. Donc j'ai mis une pierre quartz blanc sur mon bureau. Quoi d'autre? Après, c'est beaucoup aussi alimentation, hein. C'est super, Ouais, super après, bien sûr. puissant. Ouais. Éviter les brouillards mentaux. Mhm. Donc, boire beaucoup, beaucoup d'eau. Ouais. Enfin, pas non plus trop, mais boire assez d'eau. Éviter de manger des choses trop lourdes avant les deep work. Parce qu'après, vous allez pas pouvoir bien réfléchir. Mhm. Et Ouais, être sain au niveau de l'alimentation, en règle générale, dans la semaine, pour se sentir bien tous les jours. totalement. Et quoi d'autre comme petit glitch? La tyrosine, aussi, c'est un complément alimentaire qui booste la concentration. Il y a le Tu le prends sur quelle forme complément alimentaire. pilule? Pilule, ouais. Il y a quoi encore qui est de. Tout ce qui est champignons, mais
Je sais pas si J'ai tu vois j'ai une réelle j'ai différence. j'ai pas encore testé. J'ai pas encore En testé. fait, tu peux pas vraiment la quantifier. Tu as tellement de métriques qui vont faire en sorte que tu es Mmh. focus ou pas. Et le fait de vendre une pilule magique, je trouve que c'est un peu. Ouais, ouais. Mais si ça fonctionne et que c'est démontré. Après, bain froid, là, à Dubaï, j'ai un bain froid, c'est-à-dire tu rentres dans le bain froid. C'est pas une douche, c'est un bain qui est vraiment froid, c'est que tu peux régler la température à froid, à moins de 10 degrés. Et tu fais une respiration Wim Hof dedans, c'est-à-dire tu Ouais, fais environ 4 minutes de respiration en 2-3 rounds. Tu mets la tête sous l'eau. Moi, j'adore mettre la tête sous l'eau complètement. Bah, ça recette ton système énergétique quand tu rentres dans l'eau. mhm. Et tu ressors de là et tu te sens trop, trop bien. Et là, très, très concentré après. Moi, je le faisais à l'époque, l'année passée, pendant tout l'hiver. Chaque fois que j'allais au fit, quand je sortais du fit, j'allais dans la rivière en Suisse Mhm. avec un pote. Et, euh, et c'est pas juste pour être concentré, tu deviens Ah fort ouais, aussi ouais, après ouais, ouais. mentalement. Enfin, c'est trop dur. Ouais, c'est assez compliqué. Surtout que nous, c'était dehors et t'avais la neige, le vent Mhm, ouais. qui rentrait. Et c'est dur. Ensuite, il y a les courants. Ouais, Ensuite, là, c'était ensuite vraiment froid. On est aussi allé dans un Alpe Oshinense, là. ouais, On a ouais. cassé la glace, on est allé dedans. Euh, C'était. Non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Ouais. Un autre, bah, on peut revenir sur un point parce que un truc que j'aime bien dans les bains froids et que les gens n'aiment pas, il y a toute une team, moi douche froide, moi pas douche froide. Moi, j'ai pas envie de me faire souffrir. Moi, ce que j'aime bien en fait dans le fait des bains froids, c'est que c'est difficile. Du coup, tu commences avec un truc difficile et tu te conditionnes à te dire, moi, je fais les trucs difficiles et après, ça va être beaucoup plus simple. Et je pense que même pour bien commencer 2025, il faudrait vous dire, OK, qu'est-ce qui pourrait être très difficile? Qu'est-ce que je sais qui pourrait rapporter beaucoup si je le faisais, mais c'est trop difficile? Et de le faire. Parce qu'une fois que vous le faites, eh ben, votre année 2025, rien pourra vous arrêter. Totalement. Après, c'est d'utiliser aussi pour la productivité. Je pense que ce sera un peu aussi le dernier point. On va pas parler 1 heure de ça. Mais c'est d'utiliser plus l'IA. D'utiliser l'IA à 100%. Je sais que sur le MacBook, moi, j'ai installé. On peut installer en fait ChatGPT. Vous pouvez l'ouvrir, créer un nouveau chat et l'avoir toujours ouvert. C'est-à-dire vous êtes sur WhatsApp, mais vous pouvez aussi avoir l'IA ouvert. Ça vous permet de lui parler plus rapidement. Et, euh, et c'est super, super puissant. Et aussi sur ChatGPT, maintenant, il y a les projets qui ont été ouverts. Donc on peut ouvrir un projet et parler que d'un topic, que d'un domaine précis. Et ChatGPT vous répondra en raccord avec vos réponses précédentes sur ce projet-là. Et ça va être beaucoup plus fluide. Et ben, pour la productivité, c'est énorme. Parce Mhm. que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde utilise ChatGPT. Mais si vous utilisez de la bonne manière, en utilisant justement ces fichiers, ces projets, vous allez être plus rapide que vos concurrents. Donc, moi, c'est super puissant que j'utilise ça. Donc là, on a un peu vu comment préparer l'année 2025. Qu'est-ce qui pourrait accélérer les résultats? Or, d'un point de vue technique, après, on pourra venir après sur un point de vue technique, même si on a déjà parlé de quelques stratégies, comment réussir son année 2025 si vous êtes débutant ou si vous êtes avancé. Je pense qu'il y a un point qu'on pourra en parler plus en profondeur dans un des prochains podcasts, c'est tout ce qui est de la loi de l'attraction. C'est quelque chose qui est super puissant. Tous les plus gros athlètes, les plus gros entrepreneurs l'utilisent, soit sans même le savoir, Mhm. sans même le... Et c'est super, super puissant. Mais c'est tellement quelque chose où c'est qu'il y a beaucoup de points à prendre en compte. Je pense que ça prendrait plus d'1 heure. Ouais, ouais. Donc on en parlerait dans un prochain podcast. Mais sachez que c'est un des points clés des réussites des plus gros e-commerçants, Mhm. de ma réussite, de ta réussite, je pense aussi, c'est d'appliquer les lois de la loi de l'attraction. Donc, 100%. on en De, parlera. Si on peut faire juste en quelques points, je dirais c'est définissez qui c'est que vous voulez obtenir, qui c'est que vous voulez être, pardon, et agissez comme cette personne. Faites attention à vos pensées, à vos vibrations. Est-ce que vous pensez que vous vibrez bien, vous avez trop de pensées négatives, et essayez de vibrer comme quelqu'un que vous voulez, comme quelqu'un que vous voulez être. Quand vous regardez Jordan Belfort, par exemple, dans le Loup de Wall Street, il gagne énormément d'argent, mais on sent qu'il vibre d'une manière différente. Mhm. Et, et donc, c'est vraiment ces vibrations-là. En fait, toutes les personnes qui réussissent ont une certaine vibration. Donc, essayez de vous imprégner plutôt de ces personnes, essayez de vous entourer de ces personnes et ça se fera tout seul. Si on pourrait donner juste quelques points rapides. C'est ça. Le vision board aussi, c'est très, très, Mm. très puissant. Mais ce sera au fils Ouais. d'une énorme vidéo. J'aimerais
partager des astuces pour toutes les personnes qui veulent commencer les commerces et qui ont du budget. Donc, faut savoir une chose, c'est que en Europe, on a quelque chose qui est tombé du ciel, entre guillemets, c'est la loi sur la transparence des publicités sur Facebook Ads, sur la librairie Facebook. Et cette loi, elle nous permet de voir chaque annonceur, chaque personne qui font des publicités sur Facebook Ads, combien de vues ont chaque créative. Et c'est juste une dinguerie et je pense que les gens ne se rendent pas compte de cette puissance parce qu'en fait, si on prend les business physiques, c'est impossible de savoir telle ou telle boutique chiffre plus que l'autre. Enfin, c'est possible avec le trafic, etc., qu'on voit en physique, mais on n'a pas autant d'insight et de data qui est à disposition. Et aujourd'hui, en plus, on a des extensions comme Trend Track, donc, qui nous permet de voir en fait exactement combien de spend ont chaque créative. Il faut juste faire attention parce qu'en fait, c'est un mixte avec le nombre d'impressions et du coup, ils font un calcul et ça fait une estimation du spend. Et ça nous permet de voir en Europe quels e-commerçants font le plus d'argent avec quelle créative. Et c'est juste un glitch énorme. Donc, par exemple, pour les boutiques qui sont récentes et qui font beaucoup d'impressions, ça, c'est vraiment les boutiques qui sont intéressantes à regarder. Donc, en Europe, on a ce hack qui est juste incroyable. Et en US, donc aux US, en fait, on n'a pas cette transparence qui est active. Parce qu'on voit pas les impressions, c'est ça. Voilà, on voit pas les impressions. Et du coup, en Europe, il faut vraiment jouer sur ça. Si vous avez des boutiques en Europe et que vous avez une boutique en France, que vous voyez un Allemand dans la même niche qui chiffre avec telle ou telle créa et on voit le nombre d'impressions, il faut la reproduire le plus rapidement possible. Changer peut-être un peu le hook, modifier peut-être avec l'IA. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, la créative et la lancer en France rapidement. Ou alors simplement faire avec des acteurs UGC, des mini VSL, des UGC similaires que le concurrent et lancer rapidement. Si vous avez du budget, ça c'est le gros glitch du moment. Je ne sais même pas si ça va être sur la durée le fait qu'il y ait justement le nombre d'impressions par chaque créative. Parce que pour moi, c'est un glitch incroyable. Oui, c'est sûr. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, simplement reprendre chez beaucoup de concurrents, faire une recherche concurrentielle assez poussée pour voir vraiment chez beaucoup de personnes quel créatif fonctionne bien. Et ensuite, on reprend avec l'IA, on modifie les mashups, etc. Mais pour ceux qui ont du budget, l'idée, c'est de reprendre exactement les mêmes concepts que le concurrent. Si c'est une créa qui a un fil particulier, le hook, le body, le call to action de cette manière-là, si vous avez du budget, le moyen le plus efficace, c'est prendre des acteurs, faire exactement la même chose et de le lancer avec une offre plus agressive, avec une offre moins chère, avec un bundle, avec un cadeau en plus. Et là, vous allez chiffrer. 100%. Et pour ceux qui ont déjà une marque, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, comme glitch, justement, pour scaler justement avec les créatives? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre comme quick win, c'est-à-dire comme chose à appliquer très rapidement dès qu'ils voient ce podcast? Plusieurs choses, ça dépend en termes de scaling où ils en sont. Tu prends pour quel exemple là s'ils font... Si admettons qu'on a une brand qui fait, on va dire, entre 100 et 300 cas par mois et qui veut débloquer ça, qui a déjà assez créatif, qui fait déjà, je pense, ce contenu IGC, qui fait déjà des images, mais qui peut-être stagne. Est-ce qu'on pourrait brainstormer quelques minutes sur ça pour justement leur apporter des tips à implémenter maintenant? Alors, si ce serait le marché français ou n'importe quel autre marché, si on est à ce stade-là, c'est de rechercher encore plus de concurrents, de faire une recherche plus approfondie, de chercher 5 à 10 concurrents grand minimum en utilisant tous les mots-clés de votre produit ou des produits similaires que vous pouvez demander avec ChatGPT de sourcer vraiment tous les produits qui sont possibles de trouver, tous les concurrents qui sont possibles de trouver avec votre produit. Regardez chez chaque concurrent quelles ont été leurs top créatives de l'année passée ou des 2 dernières années. Déjà, voir qu'est-ce qui a tourné le plus longtemps chez eux. Et ensuite, de regarder qu'est-ce qui tourne les 30 derniers jours, qu'est-ce qui a tourné le plus. Soit qui a le plus d'impressions, soit qui a spend le plus si c'est aux US et qu'il faut passer par un insider. Ça, c'est le glitch qui va vous donner énormément d'idées que, à 100% des cas, il y a forcément 2 ou 3 créatives que vous n'avez pas encore fait, 2 ou 3 concepts, angle marketing que vous n'avez pas encore fait, et ça va vous débloquer des idées et vous allez pouvoir spend dessus. Et aussi, quelque chose que beaucoup de personnes oublient, si vous êtes que à l'heure actuelle sur Meta,
c'est d'aller analyser la librairie TikTok Ads et de voir qu'est-ce que sur TikTok Ads fonctionne dans votre niche que vous ne faites pas encore parce que vous êtes que sur Meta. Et ça va vous ouvrir à TikTok Ads et ça peut vous ajouter 20-30% de chiffre d'affaires en plus. Ça, c'est les quick wins que j'aurais. Et après, les autres marchés, bien évidemment, Ouais, bah, c'est à peu près pareil. c'est vraiment que la partie des créatives. Mais comme tu le sais, on a sur le site les upsells, la séquence d'emails, on a énormément de choses. Mais là, je voulais juste parler des créatives parce que c'est la base en fait du business. Ça ramène tout le reste. Ça augmente tout le reste. Si on augmente le trafic, on augmente les ventes, bah c'est la base Mhm. pour augmenter le chiffre d'affaires. Et ensuite, ça vient après tout ce qui est séquence mail, etc. Ouais, on sait qu'ici, les téléspectateurs, si on peut le dire, ont beaucoup de questions par rapport aux créatifs. Donc, c'est pour ça qu'on va un peu en profondeur, parce qu'on a beaucoup de questions, beaucoup de commentaires à ce sujet. Moi, si je devais donner des tips, bah, en fait, j'aurais donné à peu près pareil que toi. Donc, faites plus de recherches, trouvez plus d'angles marketing, trouvez plus de marchés, de potentiels marchés, c'est-à-dire potentielles personnes à qui vendre. Donc, pareil, j'aurais analysé 3 types de concurrents. Donc, les concurrents directs, voir ce qu'ils font, voir ce qu'on aurait manqué. Les concurrents indirects, c'est-à-dire d'autres marchés. On est sur le marché US, mais on va voir qu'est-ce qui se fait au Japon, qu'est-ce qui se fait en Inde, Ah, au etc. Japon, carrément? Ben, des fois, c'est très différent culturellement, mais des fois, tu peux trouver des glitches. Ok. Il y a des produits, c'est que Donc, ça tu as déjà s'applique pas. trouvé des choses intéressantes au Japon? En Inde, par exemple. En Inde? C'est qu'ils faisaient des hooks. J'ai jamais vu ce genre de hook et ça marche. Aux US, pareil. Parce que un hook, c'est pas quelque chose de culturel. Ouais. Donc, ouais, regardez ce qui se fait sur les autres marchés français, etc. Et regardez les concurrents indirects, les concurrents type 3 indirects et qui sont même pas dans votre niche, mais d'une niche peut-être similaire. Et vous essayez d'appliquer ce qu'il y a dans la niche beauté, par exemple, dans la niche de vêtements, ou dans la niche de santé, dans la niche de vêtements, etc. En fait, simplement voir que ce que fait une marque qui cartonne, qu'est-ce qu'elle fait comme concept, et voir si ces concepts-là peuvent être appliqués à votre marque. Ok. Mais tout type de. Par Tout exemple. type de niche. Ok. Par exemple, tu as une niche t'as un produit de cosmétique et tu vas voir qu'est-ce qui se fait dans la santé. Et dans la santé, tu vois qu'ils mettent, par exemple, en hook du 3D design, c'est que tu vois le muscle de la personne quand elle applique un produit. Un masseur, par exemple, sur un bras. Et ben, tu dis, OK, ce type de créative-là, cette VSL-là, est-ce que je pourrais pas l'adapter, par exemple, sur la beauté et faire pareil? OK, ils appliquent le produit, tu vois à l'intérieur de la peau comment ça fonctionne, etc. En réfléchissant comme ça. Donc ça marche très bien. Et après, simplement faire pas mal de recherches pour trouver des angles marketing, trouver des messages winners et des fois itérer plus. C'est-à-dire, il y a un message winner qui marche bien. Si on reprend l'exemple de la cosmétique, c'est, je sais pas, par exemple, moins de poches sous les yeux, naturellement. Bah, venir itérer sur ce message-là avec plein de variations. Moins de poches sous les yeux en 20 secondes, etc. Donc, trouver plein de variations de messages parce qu'il faut savoir, c'est que des fois, un angle, les gens pensent un angle marketing, un message. Mais des fois, il y a plein de messages sous le même angle. Donc, pas oublier ça. Donc là, pareil, il y a des moyens d'itérer et d'avoir encore des ads plus winneuses. Rien qu'avec les hooks. Ouais, rien qu'avec les hooks. Dès qu'il y a une winneuse, généralement, c'est bien de tester au minimum 5 hooks assez rapidement sur la créa winneuse pour avoir plusieurs winneuses, etc. Ouais, c'est ça. Pour avoir des fois des messages qui résonnent encore plus. Donc ça, les concepts, tester des nouveaux concepts. Et toujours en testant, en enlevant une seule variable. C'est-à-dire, si vous avez un script qui cartonne, ben, n'essayez pas de tester un nouveau concept avec un nouveau angle, avec des nouveaux messages, avec trop de choses différentes. Reprenez juste votre script qui marchait bien et testez un nouveau concept avec ce script-là. Ouais. Bah ça, c'est important quand on teste, quand on fait des A/B testing, c'est qu'on fait un A/B testing, par exemple, que sur les créas. On va pas tester en même temps plein de landing pages différentes. Ouais, une seule variable à la fois. Ouais. Ça fait vraiment beaucoup de sens, ce que tu dis. Parce que quand je vois le marché actuel, par exemple francophone, des dropshippers qui se lancent, les créatives qui produisent, etc., c'est vraiment au niveau zéro. C'est du copier-coller des concurrents en moins bien. Donc, parfois, même les personnes téléchargent les vidéos, même pas en Full HD, etc. Donc, c'est super important de faire des belles créatives, trouver chez les concurrents, pas que dans la niche où c'est qu'on est, mais trouver ce qui est tendance en ce moment dans les ads créatives et donner, pour pouvoir se donner beaucoup d'idées et ce qu'il est sur ce qui marche actuellement. Ouais, c'est vrai que le marché français est vraiment à la traîne. Même au niveau des marques, même des grosses marques qui font beaucoup d'argent sur le marché français, quand on analyse un peu leurs créatives, c'est très innovant, c'est très créatif. Il y a des formats, franchement, c'est génial. Mais je pense que ça coûte pas mal d'argent et les créatifs sont pas assez bien copyrightés par rapport aux versions US. US,
c'est des masterclass en copywriting. Et au niveau français, en tout cas, quand tu analyses les ads, même si l'ads est créative, ok, c'est un nouveau concept, c'est bien fait, au niveau copywriting, ça manque de direct response pour vraiment avoir une ads banger. Et souvent, ce que je vois, c'est que les marques françaises, elles ont des ads winneuses et qui durent quelques semaines. Alors qu'aux US, tu peux faire une bangers, c'est pas seulement parce que c'est le marché, mais parce que tu fais une ads qui peut être scalée terriblement. Juste parce que tu te concentres à avoir vraiment une ads qui est bien copyrightée pour avoir du direct response. Direct response, pour ceux qui ne savent pas, c'est de pouvoir générer un achat direct. Avec un copywriting tellement persuasif. Mais pour ça, il faut bien connaître la personne, il faut avoir les bons mots dans l'ordre, etc. Et susciter de l'urgence, de la scarcity pour faire acheter. C'est tout un art. C'est le copywriting. Totalement. Et toi, justement, si on pourrait partager un process applicable pour les téléspectateurs, c'est pour avoir toujours des idées de nouvelles créas, etc. Qu'est-ce que tu mets en place dans ta semaine pour toujours être à l'affût des meilleurs créatifs qui arrivent sur le marché et d'avoir des... comment ça s'appelait? Tu avais un mot, le condor Un condor. un condor, et donc une créative qui peut te rendre qui a généré 500K de ventes. Ouais. Voilà, qui génère énormément de cash, c'est qu'on peut spend énormément. Alors, pour ça, donc c'est pas vraiment les idées. Moi, sur les meilleurs résultats que j'ai fait sur des condors, des ads qui ont fait plus de 500K, c'est des itérations. C'est-à-dire que j'ai amélioré des ads qui marchaient déjà et en changeant quelques petits trucs à la fois, en testant une variable à la fois, ben, j'ai pu améliorer l'ad. Et c'est une ads qui peut-être de base avait fait, je sais pas, 50K. Ensuite, j'ai refait une meilleure version qui a fait 250K. Et après, une ads bangers qui était bien pour scaler. Donc, mes conseils pour créer une ads, un condor, il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est de connaître parfaitement la personne à qui on va vendre. Et idéalement, il faut lui parler parfaitement dans l'ordre. C'est-à-dire que dans la vidéo que tu vas faire, il faut que tout soit orienté vers un avatar Alors, très scalable. Je te coupe juste parce que la question, c'était, parce qu'on pourra revenir là-dessus plus tard, la question, c'était qu'est-ce que tu mets en place dans la semaine pour toujours connaître ce que tu vas dire plus tard. Ok, alors dans la semaine, je pense qu'il faudrait déjà à chaque fois que vous écrivez un script de ads ou que vous créez des ads, il faut faire une recherche avant pour vous permettre de vous rafraîchir en fait. Et ça, les top copywriters le font, les top creative stratégistes le font parce qu'en fait, ça permet de se mettre dans l'état de se mettre à la place de votre client. Ok, comment il pense? Donc moi, à chaque fois que j'écris, je regarde toujours des forums, je regarde toujours des commentaires, j'essaie de me mettre vraiment dans le client, qu'est-ce qu'il veut, et je vais essayer de lui parler pour lui. Donc ça, c'est toujours important de faire une recherche chaque semaine. Donc je pense que chaque semaine, il faudrait étudier les Reddit, étudier les forums, étudier les blogs, étudier... dans ta niche. Dans la niche. Et être aussi un expert un peu dans votre niche. C'est-à-dire que vous vendez un produit de santé qui résout des problèmes d'épaule, il faut connaître comment fonctionne l'anatomie de l'épaule pour avoir les bons termes. Et connaître comment les clients expriment ce problème-là. Donc, je pense que voilà, c'est comme une formation qu'il faut faire dans sa niche. Donc, c'est chaque semaine, avant d'écrire des créas, et aussi être à l'affût de toutes les ads winners. C'est-à-dire de regarder sur TikTok Creative Center. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut voir les top ads de la semaine, top ads du mois, etc. Les top ads 90 jours, peu importe. PP Ads aussi, c'est puissant. Ouais. Donc, après, des outils comme Minea, Foreplay, etc. On peut analyser des ads winners. Donc ça, c'est important de regarder constamment, ok, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est winner. Et c'est à peu près tout. C'est juste la recherche, bien comprendre son avatar. Et après, étudier ce qu'on fait en créatif. Donc là, je ne veux pas être hors sujet, mais par exemple, actuellement, on a déjà discuté dans les podcasts, il y a une nouvelle manière un peu de faire media buying, c'est de tout mettre dans une CBO et de scaler dans une CBO là. On a déjà discuté dans le dernier podcast, enfin dans un des derniers podcasts avec Alex. C'est une manière qui est très bien pour gagner de l'argent, mais par contre, on a moins de learning. C'est-à-dire, on va pas pouvoir analyser la créative, quelle métrique dans la créative était bien, qu'est-ce qui était mauvais pour itérer sur les prochains tests. Est-ce que tu parles du flex ou du dynamique du injecté dans une CBO. Ouais. Et si les ads dépensent, elles sont winners. Si elles ne dépensent pas, elles ne sont pas winners. Le problème, c'est quand elles ne dépensent pas, quand elles ont peu d'impression, tu ne peux pas analyser sur quoi ce que tu pourrais changer. Ok, quel type de hook, le message, les angles. Tu vois, tu sais pas parce que ça dépense pas. Donc tu sais juste que ça marche pas. Et ce que je veux, pourquoi j'en viens là? Parce que chaque semaine, il faudrait analyser les tests de créatif que tu fais, analyser qu'est-ce que tu as mis en place dans la créative pour analyser ce qui marche pas. Ok, ce type de hook là marche. Par contre, la créa, elle n'est pas winneuse. Mais par contre, on a vu que ce type de hook marche parce qu'on a un bon hook rate. Ou
il y a un bon click-to rate. Pourquoi? Donc, à chaque fois, avoir du learning chaque semaine, ça permet de changer les standards. C'est-à-dire de changer les prochains tests. Ouais, c'est deux. Mais moi, c'est quelque chose que je vois à chaque fois. C'est deux stratégies de testing à chaque fois. Avec des outils comme Motion, on peut analyser pas mal de choses assez rapidement, de manière très intuitive. Motion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet d'analyser les créatives, d'analyser les metrics, d'analyser le spend, de voir très rapidement qu'est-ce qui marche pas, de pouvoir combiner des créas entre elles. Par exemple, admettons qu'on a une créative qui a un faible hook rate, c'est-à-dire que elle convertit mal dans les premières secondes. Elle captive mal l'attention dans les premières secondes. Mais par contre, elle a un bon conversion rate, c'est-à-dire elle convertit bien. Ben de simplement changer le début de l'ads avec une ads qui a un bon hook rate, ben souvent ça fait des merveilles. Parce qu'on a une ads qui convertit bien, c'était juste le hook qui était négatif. Et ben tu changes avec une autre ads. Donc, ouais, c'est un outil qui est bien, on pourra en parler plus en profondeur, mais qui est très bien pour analyser. Ok. Quand tu dis que ça change avec le bon hook, ça fait quoi C'est-à-dire que exactement? tu peux analyser très rapidement, ok, je veux voir toutes mes ads qui ont des bons hooks. Et là, tu vas voir toutes les ads qui ont des bons hooks. Tu dis, ok, je reprends ce hook-là et je mets sur mon ads qui avait un mauvais hook. Ok. Et souvent, ça marche. Parce qu'en fait, c'est de la data. En fait, ça t'indique clairement, d'un point de vue data, qu'est-ce qui va pas. Ok, il y a un gros drop après le hook. Donc les gens regardent le hook, ils sont captivés. Donc là, tu peux te poser, ok, mais est-ce que c'était la bonne audience? Est-ce que le hook est par la bonne audience? Si oui, ok, ça veut dire que dans ta créative, il y a un problème après ton hook. Donc il faut solver ça, parce que sinon ton ad ne marchera pas. Et Ok. si ça, tu le vois pas, c'est-à-dire si tu es dans une cible, tu vois pas ça, tu continues toujours après avec les mêmes styles de créa, et au final, ça impacte ton ROS. Donc il faut aussi être conscient de ça. Parce que moi, je faisais plus confiance à mon media buyer, mais du coup, ça aide ton media buyer aussi. Ouais, Et ça aide le ça creative normalement, c'est le stratégiste. creative stratégiste avec le media buyer qui. Les deux peuvent analyser. Ça dépend des brands. Certaines brands, c'est le creative stratégiste, enfin pour la plupart. Et chez d'autres, le media buyer analyse aussi. Ça dépend de l'organisation. Mais je dirais plus creative stratégiste. C'est plus le rôle d'un creative stratégiste. Ok. T'en as d'autres des IA comme ça que tu pourrais partager Euh, qui sont dans le media buying, qui aident la production enfin, l'analyse ouais, surtout des créas? d'analyse des créas, non, Motion, je dirais, c'est Ok. le seul. Après, on peut le faire manuellement, mais c'est très intuitif. Ouais. Moi, j'utilisais Revealbot Ah, sur pour des boutiques généralistes. l'automatisation. Ouais. Ça coupait et ça scalait ce qui marchait. C'était vraiment exceptionnel. Ouais. Et, Non. mais après aussi, au début, il y a 4-5 ans, j'utilisais les règles automatiques de Facebook, mais je les trouve pas autant bien que les IA. Moi, j'utilisais aussi les règles automatiques de Facebook. Ouais. Mais par contre, c'est assez limité. Donc, moi, j'utilise Magic X, c'est le concurrent de Revelbot. J'ai utilisé les deux, pas en même temps. On m'a dit que Revelbot, c'est top maintenant. Magic Ouais. X, c'est bien. Simplement, c'est un peu lent, mais ça fait le taf au niveau Quand c'est automatisation. lent, ça veut dire quoi? C'est lent. Des fois, si ton ad account a beaucoup d'ads, ça va venir charger plus longtemps. Donc, pour nous, c'est affreux. Puis ils ont dit, vous avez juste trop d'ads, trop d'adsets et tout. On a dit, comment On on est fait? obligé d'avoir. Ouais. Mais ça met du temps en fait quand tu veux faire des manipulations, mais pour les règles automatiques, ça impacte pas. Donc toi, tu setup tes règles, le surf scaling, etc. Et ça fait le taf vraiment bien. Ok. Ça me permet de gagner, parce que moi je fais encore le media buying senior, le junior, ça, on a quelqu'un. Ça permet de gagner beaucoup de temps chaque jour. Ouais. Senior, junior, peut-être pas tout le monde comprend. Senior, c'est plus lui qui va prendre les décisions. Et junior, il va faire les tâches qui demandent moins de réflexion. C'est-à-dire, elle va venir Qui lui est attribué aussi. Voilà, elle va venir faire des trucs plus machinalement. Donc, elle va venir reporter les ads winners de la semaine. Elle va venir injecter tous les niveaux creative testing. Elle va venir créer des campagnes. Donc, c'est elle qui s'en occupe. Parce que ça peut être fait par un process. Tu suis le process, tu peux faire. Tandis que les prises de décision, ça peut rapporter. On peut perdre beaucoup si elle prend des mauvaises décisions. Donc, Ok. voilà. Excellent. Est-ce que tu n'as pas une IA qui aide quand on importe des ads dans le gestionnaire de publicité? Parce que là, j'ai un shop que je suis en train de bien scaler et j'ai des formats podcast, des formats mini VSL. Et avec le proxy qu'on a et le proxy que mon media buyer a, ça demande des dizaines de minutes à upload. On devient fou. Tu as Ouais. des IA pour ça? Alors, pour ça, le premier tip, c'est qu'il faut le proxy proche de son hébergeur. Donc, Ouais. par exemple, si tu achètes des proxys, je pense que tu sais, il faut peut-être acheter un compte profil Facebook. Même tu achètes un faux compte, on va dire un faux compte, c'est un compte que tu achètes, mais tu le localises sur l'adresse IP de ton employé. Mhm. C'est-à-dire, à place qu'ils disent en proxy, il n'utilisera que lui. Et ça, c'est un proxy qu'il peut utiliser qui est peut-être moins solide.
Mais au moins, ça ira vite. Parce qu'il n'y a pas l'adresse IP qui est loin, loin de Ouais. l'hébergeur. Donc ça, c'est le premier tips. Et le deuxième, il y a une application qu'on pourra mettre dans le podcast qui permet de uploader et lancer en bulk. C'est Marine qui l'a partagé, non? Non. Ok. Alors, je sais pas si c'est la même. Alors, simplement, tu remplis un Google Sheet et tu peux lancer en bulk. Après, Magic X permet de dupliquer des ads en bulk, mais Ouais. tu dois déjà les uploader une fois Ouais. dans ton ad. Et on pourra mettre à l'écran l'application qui permet de le faire parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. Mais nous, on le fait encore manuellement pour l'instant parce que j'ai pas encore setup le process, mais c'est en cours. Excellent. Donc là, on a parlé de 2-3 astuces pour chiffrer avec des belles créas, savoir où trouver des belles créas. Pour toutes les personnes qui commencent à faire quand même un bon chiffre et du bon bénéfice, qu'on recommande, moi personnellement, toujours de commencer à faire des setups. Des setups US, des setups UK, des setups Hong Kong. C'est pour moi les meilleurs, les setups Hong Kong, parce que voilà, tout ce qui est avec. Je peux juste te couper. Donc, un setup, si tu peux juste résumer pourquoi, c'est quoi l'objectif et c'est quoi les bénéfices. Par exemple, vous avez une société en France, vous commencez à faire beaucoup d'argent. À un moment, vous avez les taxes, etc., qui vont un peu vous embêter et qui sont très élevées. Mais surtout, les processeurs de paiement peuvent bloquer quand, du jour au lendemain. Que vous fassiez les choses super bien, ils peuvent quand même vous bloquer. Et par conséquent, avoir un setup, donc créer une entreprise en Amérique, peut vous permettre d'avoir des processeurs de paiement beaucoup, beaucoup moins sensibles et permettre de scaler sans avoir peur d'un blocage. Donc principalement, c'est pour ça. J'ai plusieurs setups, je ne vais pas dire tous les pays où c'est que j'ai un setup, mais voilà, j'ai un setup en Europe où c'est que bah, effectivement je paye des taxes, etc. Je paye tout ce qu'il faut. J'ai un setup à Hong Kong. Pour moi, c'est le meilleur setup. Ouais, Je Hong Kong, paye aussi ouais. toutes les taxes, hein, voilà. C'est principalement pour avoir PayPal qui est très solide. Ça, beaucoup de personnes le vendent à 10 000 euros, le vendent juste dans des formations. Mais il faut savoir qu'en Chine, à Hong Kong, là-bas, votre compte PayPal, déjà, ceux qui vous aident à ouvrir le compte PayPal, c'est souvent des RESP, c'est souvent des personnes qui travaillent chez PayPal, etc. Et il faut savoir qu'il y a des lois qui disent que là-bas, quand vous avez des fonds sur votre PayPal, quand vous faites beaucoup d'argent avec votre PayPal, c'est entre guillemets illégal que PayPal vous bloque cet argent. Parce que c'est dans les lois de la Chine, c'est dans les lois à Hong Kong. Et si vous faites les choses correctement, bien évidemment, vous n'allez pas forcément avoir des gros blocages du jour au lendemain, 180 jours avec 200 cas bloqués, comme on l'avait avec des PayPal Mhm. d'Allemagne. Et ça aide beaucoup. Et ensuite, vous avez aussi d'autres processeurs de paiement qui sont très intéressants dans ces pays-là. Et aussi fiscalement, c'est très intéressant. Setup US, c'est très intéressant. Ça nous permet d'avoir des Shopify Payments qui fonctionnent mieux, par exemple pour les US, d'avoir d'autres processeurs de paiement qui sont solides. Ça permet aussi d'avoir certaines cartes à cashback. Par exemple, si vous avez une LSI, vous pouvez vous inscrire à une pseudo-banque qui s'appelle Slash. C'est qu'il y a 2% de cashback, jusqu'à 2,4 si on négocie. Donc ça, c'est pas à négliger. Tu vois, pour ceux qui dépensent avec des cartes de crédit sur les ads, par exemple, ben, ça fait du bon retour sur investissement. Donc après, il faut avoir un ITN ou EIN, c'est-à-dire une identification fiscale pour avoir des banques aux US, comme Chase ou Amex, American Express. Ça aussi, il y a du cashback. Donc ça, c'est tout de l'argent. Si vous dépensez pas mal, c'est du cashback, ça vous va rapporter des centaines de milliers par année. Totalement. Et je vois beaucoup de marques en France skiller avec des setups US, New Mexico, etc. Mais je trouve que c'est vraiment super important. Que Mhm. ça soit juste fiscalement ou processeur de paiement et même cashback, sur plusieurs années, ça fait une différence qui est énorme. Et peu de personnes en parlent concrètement. Mais pour moi, dès que vous faites vos premiers 50 000 de bénéfices, il faut penser à faire des setups. C'est Mhm. super important. Donc renseignez-vous sur ça et mettez en place, si à l'heure actuelle, vous avez fait vos premiers bénéfices et que vous êtes toujours en France ou toujours avec qu'un seul setup, mettez en place ça le plus rapidement possible. 100%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à quelques questions. Donc, on sait que ça intéresse pas mal d'entre vous. Vous prenez le temps de vous poser vos questions en commentaire, etc. Donc, on va prendre dans les podcasts quand on peut du temps pour répondre à quelques questions. Tu pourrais juste reprendre les questions et les lire. J'en ai une ici qui est quand même un peu basique. Comment trouver du contenu intéressant pour des créatives sans texte dessus? Et
S'il y a du texte, comment l'enlever? Je pense que c'est pour faire du contenu mashup. Mhm. Pour moi, c'est de scraper la librairie Facebook avec tous les mots-clés de votre produit, de regarder tous les contenus qui ont bien fonctionné et qui sont accessibles, où c'est que on n'a pas forcément une personne qui parle et qu'il n'y a pas de texte. C'est juste de passer plus de temps à faire des recherches, peut-être engager des assistants virtuels pour faire des recherches et regarder les top marques dans la niche et regarder sur YouTube, sur TikTok, ouais, Pinterest. Et voilà. Toi, je sais pas si t'as Amazon, d'autres. c'est bien aussi. Les commentaires Amazon, il y a des UGC sur Amazon, des vrais clients. Ah, les avis. C'est Hmm. bangers. Voilà, je pense qu'on a répondu à la question. Ouais. Et après, les autres marketplaces, comme Ouais, après. AliExpress, etc., il y a beaucoup de Ouais, contenu il y a vidéo. beaucoup de contenu. Ouais. Ouais. Comment level up en création de créative? C'est tout ce qu'on a dit dans le début de la vidéo. Ouais, c'est Faire aussi, ça, c'est un sujet. On pourrait faire une série de podcasts sur Ça, ça. on peut faire une vidéo de 20 heures, là. On Ouais. n'aura même pas fini. Ouais. Mais le raccourci, c'est les concurrents qui chiffrent, quel concept, quel hook, quel body, quel créa ils font, et s'en inspirer au maximum, faire quelque chose de super, super similaire, chiffrer avec ça et faire des itérations. Mhm. Donc, si je pourrais dire comme ça. Mass testing, testing de niche ou marque, quelle stratégie marche le mieux aujourd'hui? C'est la mode des marques, alors qu'on voit toujours des stores généralistes faire des millions. Les deux marchent. Ouais. Les deux marchent. Simplement, il faut faire bien le bon process dans les deux. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un système qui nécessite moins d'argent au début? Le mass testing. Ça nécessite moins d'argent. Que faire une marque, ouais. Ok. Testing de niche aussi, il a mentionné. Pour moi, ça, c'est le meilleur. Ah oui, testing de niche, Ouais. ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est ce qui, au niveau retour sur investissement, pourra venir le plus vite. Ouais, pareil. Donc, Parce qu'en testing fait, de niche. voilà. Ou tester un shop avec le nom qui est applicable à plein de produits. Mhm. Si on veut faire du testing de niche. Mais c'est vrai que la marque, c'est le plus coûteux et le plus lent aussi à lancer. Une vidéo sur les procédures de paiement serait pas mal, surtout sur les niches d'électronique et de textile / chaussures, où il y a beaucoup de retours, litiges clients à faire. Quelle procédure de paiement utiliser? Comment scaler fort sans avoir de blocage? De la part de monsieur Kevin à 4h40 du matin. Alors, pour le procédure de paiement, c'est comme on a aussi parlé dans cette vidéo, les setups. Quand on scale fort, surtout dans la niche du textile, du fashion, etc., moi, je vous conseille fortement des setups solides avec, s'il faut, des insiders. Donc, j'aime bien les setups Hong Kong. Vous pouvez monter à un taux de litige plus élevé qu'un setup européen. Parfois, le chiffre peut être triplé du pourcentage de litige. Et avoir un SAV en béton, avoir une personne, surtout si vous scalez, qui est dédiée presque uniquement à faire en sorte que le PayPal ne saute pas, avoir un SOP de retour super bien créé, pré-inscrit, enfin préfet, pour que votre équipe sache exactement quoi répondre à telle ou telle demande, et juste faire bien les choses. Quand vous recevez l'argent pour shipper les commandes, quand vous recevez l'argent pour payer les équipes, etc., payez tout rapidement pour pas que ça traîne, etc. Payez le plus rapidement possible. Avec vos fournisseurs de produits, n'hésitez pas à demander une credit line. Ça veut dire aujourd'hui, nous, on utilise un agent qui nous permet de payer à une semaine, 10 jours, alors que lui a déjà envoyé le produit. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'argent pour bien gérer les équipes, bien payer, bien scaler aussi. C'est un point super, super important. On l'a vu dans le mastermind avec Fares qui nous donnait une astuce justement sur de 0 à millionnaire dans cash dans la banque. Il disait, le point de l'avantage concurrentiel que vous pouvez avoir, c'est bâtir des relations super puissantes avec votre agent, avec des agences Facebook aussi que vous pouvez avoir, et avoir de la credit line, avoir du cash upfront qui ne vous appartient pas, que vous allez pouvoir utiliser pour avoir une croissance plus élevée. C'est ça ce qui va vous permettre de faire un scaling agressif. Que ça soit avec l'ad spend Facebook, avec l'agent, aussi si vous avez des setups US, aux US, Shopify peut vous partager de l'argent. Ça coûte très cher. Mais ça coûte très cher. Ils se gavent. C'est du Ça scam, limite. coûte très cher. Mais dans certains cas, c'est Ouais, ça peut intéressant. aider. Ouais.
Donc, euh, donc ça. Et après, tout ce qui est litige, procédure de paiement, vous aurez autre conseil? Litige, processeur de paiement, ben déjà, on en a mentionné durant des derniers podcasts, je crois. Ben, essayez d'être au plus clean possible. Tout ce que vous n'êtes pas clean, c'est du risque. Donc, si vous êtes un business à risque, ben, c'est normal que vous risquez d'avoir des litiges. Donc, essayez de réduire les risques. Et si vous avez peu de risques, ben, prouvez-les. Faites un risk assessment. Prouvez dans un document bien fait que vous êtes une entreprise sérieuse, que vos risques par rapport au nombre de réserves ne sont pas corrélés. Et donnez de l'historique, montrez vos comptes en banque. Si vous avez un peu de cash flow, ben, montrez que vous avez de l'argent ou faites semblant que vous en avez. Faites des faux screens, peu importe. Nous, on l'a déjà fait, ça passe. Vous montrez simplement que vous avez du stock, que vous êtes sérieux. Et vous pouvez envoyer. Juste, c'est un glitch énorme que tous les débutants Ouais. vont même peut-être passer à côté, mais quand PayPal vous demande des relevés, etc., quand vous êtes au début, vous pouvez modifier 2-3 choses et ça va vous Ah faire oui, ils vont rien accepter plus voir. rapidement. Ouais. Ils vont rien voir et ils vont vous accepter parce qu'une personne qui n'a pas beaucoup sur son compte en banque, il faut savoir une chose, c'est que les pourceurs de paiement, ils le voient comme une alarme rouge et que il ne va pas pouvoir livrer ses clients. Alors que si vous montrez que vous avez x10, x15, ça peut vous aider grandement à avoir moins de retenue sur les sommes que vous recevez. C'est juste un glitch énorme Ouais. qu'on vient de vous partager là. Parce que les les processeurs de paiement, pardon, normalement pour eux, vous faites pas du dropshipping. Donc ils savent pas que si vous avez peu d'argent sur votre compte, que vous pouvez être rentable parce que vous livrez seulement une fois que les clients vous payent. Ils pensent pas encore comme ça. Donc pour vous, vous êtes une marque, vous avez peu d'argent, c'est à risque. Voilà. Totalement. Je pense qu'on a fait le tour. Totalement. Et si j'ai un dernier point sur ça, c'est que quand vous faites bien les choses, comme tu dis, quand vous avez que un site, parce que comme tu as dit aussi dans le dernier podcast, avoir plusieurs sites différents, ils n'aiment pas Sur le forcément. même processeur, ouais. Ouais. Euh, ben, en fait, ça peut être votre meilleur ami. PayPal peut être votre meilleur ami. PayPal vous donne un meilleur trafic avec les ads. PayPal peut même vous... Facebook. Oui, Ouais. oui, pardon. Facebook vous donne un meilleur trafic si vous avez PayPal. Mais surtout, si vous faites bien les choses, que vous êtes une marque, que vous shippez en 48 heures, etc., et qu'il n'y a pas beaucoup de litiges, PayPal peut vous donner de l'argent. Peut vous donner une credit line. Mhm. Et c'est juste banger. Ouais. Peu de personnes le savent, mais quand vous faites bien les choses, ça peut être intéressant sur le long terme. On a une question de Marbé. Là. Une remake de la vidéo 3 méthodes pour chiffrer en fashion, mais pour TikTok. Bah, ça, c'est une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. Pour chiffrer en TikTok Ads, je dirais le plus gros glitch qui a fonctionné les derniers temps pour moi, c'est d'utiliser les musiques trendy du moment. C'est-à-dire, on lance une campagne. Au lieu d'aller utiliser des musiques stockade footage, là, les musiques non copyright, etc. Sur TikTok, il faut savoir qu'on peut utiliser les musiques TikTok tendance, les vraies musiques. Parce que de base, TikTok, c'est Musical.ly, c'est beaucoup avec la musique. Le glitch, du coup, c'est quoi? C'est si on veut cibler, par exemple, en Allemagne, des clients allemands, ce qu'on fait, c'est on va sur trending TikTok musique. Il y a un site, je vais vous mettre le lien dans la description, où c'est qu'on peut voir toutes les musiques tendances du pays. Par exemple, toutes les musiques tendances d'Allemagne. Je vais trier sur les 7 derniers jours, par exemple, qu'est-ce qui est le plus tendance dans ce pays-là de la musique. Je vais mettre cette musique-là, soit dans le hook, mais surtout dans simplement toute la créative, ce qui va me donner des meilleurs CPM sur ce marché-là, ce qui va me donner énormément de clics, et parce que inconsciemment, les gens, ils s'attachent plus à ce qui est tendance. Par exemple, vous mettez une musique Squid Game en ce moment, il y a Squid Game 2 qui est sorti, et les mettre une musique là-dedans, ben, ça captive va l'attention. captiver instantanément l'attention. Et je sais pas si tu as des astuces pour TikTok, une petite astuce pour TikTok. Petite astuce. Sur TikTok, les créatives ont tendance à mourir vite. Et le simple fait de tester, de exclure ceux qui ont vu la vidéo et qui n'ont pas acheté dans vos campagnes, ça peut permettre de faire durer plus longtemps les créatives. Ok. Et ça, on le fait aussi sur Facebook. On l'a fait en test. C'est très contre-intuitif. Mais par exemple, sur Facebook, on a fait des campagnes où c'est qu'on exclut les lookalike à 1%. Ok. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on touche d'autres acheteurs. Puis sur TikTok, en fait, ça va très vite. C'est-à-dire qu'ils vont analyser une petite panel d'acheteurs. S'ils réagissent mal ou si au bout d'un moment, ils réagissent mal, eh ben, votre ad meurt. Et puis ce qui arrive, c'est que sur TikTok, tu as une créative qui pète et après, ça remonte à des acheteurs qui l'ont déjà vu et du coup, ils réagissent mal. Et plus tu scales, plus ça va mourir vite. Tandis que si tu exclus ces personnes-là,
bah, ça permet de faire scaler plus. Donc voilà, petite Très fort. astuce, une petite sauce. On a une autre question qui a eu plus de 6 likes, mais qui malheureusement pour les débutants, encore une fois. Pour débuter dans le dropshipping en 2025, quels sont les 3 plus gros challenges à anticiper? Il a plusieurs questions, comment aussi choisir sa niche rentable? Mais déjà, si on répond à la première, pour moi, c'est, la concurrence qui sera, du coup, un challenge parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence et du coup, savoir ce que fait la plupart des gens et faire peut-être un petit peu différemment et faire avant les autres, faire plus rapidement que les autres, ça peut être quelque chose qui va aider. Pour moi, le premier point, ça on l'a déjà abordé, c'est déjà faire un contrat avec soi-même. Ok, cette année, je réussis le dropshipping. Donc, définis clairement que cette année, tu réussis. Tu consommes tout ce que tu peux pour réussir. Tu sais que tu vas réussir. Ok, c'est qu'une question de temps. Maintenant, comment tu peux aller plus vite vers cet objectif? Donc, déjà, tu appliques tout ce qu'on a dit durant ce podcast au niveau organisation, productivité. Et 3 gros challenges. Si tu as peu d'argent, bah, ça va être de débloquer de l'argent. Donc, essayer d'optimiser euh, ton cash flow. Parce que dès que tu vas commencer à vouloir scaler, ben, il va y avoir peut-être un problème de cash flow. C'est un problème, c'est-à-dire qu'un problème est des solutions. Tu peux obtenir des personnes qui te financent. Si par exemple tu fais partie d'une communauté, tu peux vite trouver des personnes dans le groupe qui peuvent te financer si tu marches bien, en faisant des contrats, etc. Moi, on me l'a fait. Moi, des amis m'avaient passé de l'argent pour que je puisse scaler, même sans contrat, ils avaient confiance. Et ça m'avait aidé. Et je pense que ça peut arriver à n'importe quelle étape du business. Tu sais que si tu as un problème et que tu as un bon réseau, on peut te donner de l'argent. Donc, au niveau cash flow, il faut s'entourer en fait. Il faut Totalement. que fasses un contrat avec toi-même. Tu t'entoures bien. Donc, tu rejoins une communauté. Bah, on fera, par exemple, le groupe WhatsApp, je pense qu'il sera très bienveillant. S'il se reflète par rapport à notre entourage et aux autres groupes auxquels on fait partie, tu trouveras déjà toutes les solutions là-dedans. Donc, tu es motivé, tu trouves les solutions. Au niveau du cash flow, tu appliques les bonnes techniques, une seule technique, un process qui marche. Je sais pas, commencer avec du Facebook, essayer de faire du volume sur du test, que perdre trop de temps, de faire les choses bien, mais avec du volume, c'est-à-dire de voir la chose assez loin. Ok, bah, tu vas faire 30 testings et tu analyses après chaque testing, mais tu vas faire 30. Peu importe ce qui se passe, en fait 30. Bah, je pense que déjà là, tu as tes réponses, tu peux aller loin. Et sans aller dans trop de technique, en étant très générique dans la réponse. Totalement. Bah, 100% d'accord avec ça. Ensuite, on a comment choisir une niche rentable, en particulier pour les marchés européens, américains et britanniques. Moi, c'est européens et britanniques, enfin, et américains, c'est pas les mêmes. Pour moi, c'est comme on a dit au début, faire une recherche sur ce qui a le plus d'impression, ce qui se peine le plus. Mhm. Ça va faire 90% du travail. Ouais. Les publicités Facebook sont-elles encore incontournables ou faut-il explorer d'autres plateformes comme TikTok Ads ou Google Ads? Bonne question. Facebook Ads, c'est un incontournable toujours. Je pense jusqu'à la fin du temps, à la fin de la Terre, à moins qu'il y ait une deuxième planète. Mais non, Facebook, pour moi, c'est Le numéro 1. numéro 1, sans discussion. Mais Google est très puissant aussi. Google, Pinterest, Ouais, bien sûr. tout est très puissant. Mais si on parle de notre expérience à nous, Mhm. c'est Facebook. Pour aller chercher le plus de voilà. trafic froid, ce qui est le plus scalable, Facebook. Quel conseil donnerais-tu pour réussir avec un budget limité? Bah, c'est comme on a dit, délimiter, enfin d'avoir plus de budget. Mhm. Parce que si tu as pas forcément tant de budget, bah effectivement là peut-être ça peut être intéressant de faire du TikTok Shop, etc. quand ça va arriver surtout, mais c'est d'avoir plus de cash. Ouais. En fait, il faut réfléchir. Ok, ta version qui réussit le plus rapidement possible, elle avait du budget ou pas? Bah oui, elle avait du budget. Ok, bah fais en sorte d'avoir du budget. N'essaie pas de te limiter. 5e question, il a posé beaucoup de questions. Ah, c'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Recommandes-tu de démarrer directement avec une société offshore ou d'avoir des résultats stables? Beaucoup de personnes euh, ont peur des impôts, ont peur de ah si je fais ça. Hein. Non, il faut faire de l'argent chiffré et ensuite faites votre setup, Mhm. comme on a dit. Ouais. Donc faites d'abord vraiment du bénéfice et ensuite faites les setups. Il y a encore une question. C'était, bon c'était encore de lui. Mais maintenant, Ah, mais c'est on a bien, c'est bien d'avoir des questions. Ceux qui posent le plus de questions, bah, ils vont vite. On a Marvin qui demande actuellement, Facebook dépense beaucoup plus que le budget défini, entre parenthèses 2 fois, 3 fois. Comment y remédier? Il y a eu plus de 6 likes. C'est vrai que moi, j'ai eu
J'ai vu, mais c'est pas nouveau ça, hein. Facebook, quand il voit que quelque chose performe, peut dépasser le budget et ça devrait même être bien parce que si c'est rentable, c'est bien. En tout cas, dans mon cas, à chaque fois que Facebook a dépensé plus que ce que je mettais comme budget maximum, c'était du, le coefficient, enfin, c'était très rentable qu'il le fasse. Après, des fois, il le fait, c'est des journées où c'est que ça bug et OK, normalement, Meta rembourse. Il faut simplement contacter votre agence si vous avez un compte agence, et sinon, contacter Meta et ils vous remboursent. voilà. Mais en règle générale, il y a une règle dans Meta, je crois que c'est. Je vais pas dire de bêtises sur le chiffre, mais il y a une règle qui peut dépenser un peu plus. Donc ça arrive de dépenser un peu plus sur un budget de 100, il peut dépenser 105, 110, et ça, ils vont pas vous rembourser parce que c'est normal sur un ad set. Totalement. On a répondu à sa question. On a SRS qui demande comment faire des créatifs professionnels sans budget et combien de créa pour un testing? C'est une question qui peut se répondre de beaucoup de manières. Je dirais de professionnel, bah, c'est scraper le contenu qui est gratuit sur Internet. Idéalement, éviter les contenus de marque parce que ça devient trop compliqué. Enfin, les répercussions de vous faire DMCA sont tellement hard au niveau de Facebook que, idéalement, prendre des contenus bah, sur Amazon, sur AliExpress, sur Temu, sur YouTube et de composer par rapport à ça. Et bien scripter, c'est surtout le script, c'est pas que les visuels. C'est de faire votre script et puis ensuite de créer votre script avec les visuels. Et la dernière, c'était le professionnel à moindre prix, c'est ça? Créatif professionnel sans budget et combien de créa pour un testing? Ah oui, combien de créa? Bah, idéalement, si vous lancez en CBO, vous pouvez tester 100 jusqu'à 25 créas avec 100 € de budget et il va venir pouvoir dépenser. Donc, je dirais mélanger les types de créa. C'est-à-dire, mettez un peu du statique, mettez un peu des vidéos. 25 créas pour du testing, personne ne le fait, mais nous, c'est ce qu'on fait et c'est très bien. Ouais, moi, je recommande toujours gros minimum 10 créatives en ce moment. Grand minimum. Déjà, chaque concept avec des hooks différents Ouais. ou une statique avec des variations différentes, c'est la base. Et après, ça dépend aussi du type d'e-commerce que la personne fait. Si c'est du fashion, ça va pas être 10 vidéos Ouais. pour un petit produit qu'on teste, sachant que c'est souvent du mass testing. Donc, il y aura plus d'images que de vidéos, etc. Mhm. Donc, ça dépend, c'est variable. On a une question de Mams. Comment passes-tu de drop à marque? On l'a répondu dans le dernier podcast en soi. Quels sont les avantages compétitifs et barrières à l'entrée que tu développes au-delà de mettre le nom d'une marque sur un produit? C'est aussi ce qu'on a dit. Ouais, si on peut y répondre brièvement, en fait, créer une marque, c'est plus voir du long terme. C'est-à-dire, créer une marque, idéalement, bah, normalement, tu veux la revendre. Tu veux créer quelque chose à la fin qui est énorme. Donc, il faut avoir une vision. En fait, quand tu as une marque, il faut avoir une vision sur plus loin, où c'est que tu veux que ta marque elle soit. Puis ensuite, s'accorder par rapport à ça. Et du coup, quand tu vas avoir un truc qui dure sur le long terme, bah, tu dois mettre le client au centre. Donc, souvent, quand tu fais une marque, tout doit être construit pour offrir l'expérience utilisateur au maximum. Et les plus grosses marques, c'est ça. C'est t'offres une expérience utilisateur. Les gens soit sont accros, mais ça je trouve un peu négatif, comme Facebook ou les grosses industries, ils sont accros parce que c'est un vice en fait. Mhm. Tu vois, ils profitent d'une faille mentale sur notre attention, ils captent notre attention. Mais pour plein d'autres business, c'est parce que tu offres de la valeur, du coup, au fil du temps, tu fais même ton awareness, tu fais des pubs, il y a des gens qui veulent pas acheter, mais ils voient que ta marque, elle est là, puis au bout d'un moment, bah, ils voient que c'est bien, que c'est qualitatif, puis au bout d'un moment, ils passent dans la case des clients qui veulent acheter. Donc sur du long terme, c'est ça, c'est de se focaliser sur l'expérience utilisateur, donc aller plus loin dans tout ce qui est produit, développer ton produit, développer ta marque, développer l'expérience client. Si ton produit doit être travaillé, amélioré au niveau d'usine, bah, il faut le faire. En fait, il faut tout construire pour offrir la meilleure expérience utilisateur donnée. Toi, si tu devrais choisir entre créer une marque en mode Gymshark et créer une marketplace en mode Temu 2.0 en mieux, ce serait quoi que tu ferais toi? Très difficile parce que je suis un peu dans ce dilemme-là. Je veux lancer une grosse marque cette année et j'ai pas mal de points et je suis en train de peser le pour et le contre. De faire soit un truc très niché où c'est que le marketing va être au centre parce que quand tu fais qu'un produit, c'est au niveau marketing, faut scaler sur plein de phases de conscience, faut être Ouais. très bon en marketing, Ouais. tandis qu'une marketplace, ça va être plutôt au niveau opérationnel. Ouais. Et moi, je pense être meilleur dans le marketing que dans l'opérationnel. Donc,
pour moi, ça serait plus de faire un seul produit. Puis c'est ce qui marche actuellement, c'est de faire un produit poncé au niveau du marketing. Mais je pense qu'il peut y avoir un entre-deux. D'avoir un site plutôt de niche où c'est que tu peux mettre du marketing et avoir plusieurs produits tu as une marque qui répond à une niche précise. C'est plutôt dans ça que je vais me lancer. Ouais, je suis dans le même, dans le même dilemme. Là, je lance une marque, une grosse marque. Et à côté, j'ai le choix de faire un empire en drop. Mais c'est très difficile à choisir. Dernière question, c'est la même personne, du coup, on lui répond aux deux. C'est quoi ton process / système de scaling au niveau des créatifs une fois que tu as validé un produit? Comment tu crées de manière optimale une armée de créatifs capable d'être scalée? Quels sont concrètement les rôles de ton créatif stratégiste et ton vidéo editor? On a déjà parlé dans plusieurs des podcasts. Mais le système de scaling, c'est une fois qu'on a une créative qui a été détectée en tant que winneuse, on va essayer de faire plein de variations de ça. Et une armée de créatifs capables de scaler, c'est ça, hein. On itère ce qui fonctionne le mieux et aussi on est créatif, on essaye des nouveaux angles en se basant sur les choses des concurrents. Et parfois, peut-être pas. On peut aussi inventer, être créatif avec ChatGPT. Ouais, ça, peu de personnes le font, mais les grosses marques le font. Quand il y a beaucoup de compétitivité, quand tu as des skills, tu peux analyser les concurrents et faire ce qu'ils font pas. C'est-à-dire, tu identifies une opportunité de marché ou un marché à targeter qu'ils n'ont pas pensé parce que les compétiteurs, ils n'ont pas tout complété. Et c'est là qu'il y a le plus d'argent à se faire. C'est OK, par exemple, tu es une boisson compétitive à Coca-Cola. À place d'imiter ses slogans, à place de tout imiter, tu vas venir réfléchir, OK, Coca-Cola, peut-être qu'ils ne vendent pas aux personnes, aux sportifs peut-être. Et toi, tu vas venir orienter tout ton marketing par rapport aux sportifs. Et là, tu vas venir toucher un marché donné. Donc des fois, les gens ne pensent pas, mais d'analyser les compétiteurs, ça peut aussi te permettre de voir les gaps. Enfin, pas les gaps, les opportunités que les autres n'ont pas fait. Mais pour ça, il faut étudier beaucoup le marché. Pour comprendre ce que veut le marché et ce que le marché fait déjà. 100%. 100%. D'ailleurs, si vous avez des questions similaires, des questions un peu plus poussées que vous voulez poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On y répondra dans certains podcasts. D'ailleurs aussi, si vous êtes un expert e-commerce dans un domaine particulier autre que Facebook Ads ou même Facebook Ads, que vous faites beaucoup d'argent, que vous êtes intéressé à venir ici, à partager votre expérience à la communauté, n'hésitez pas à checker dans la description. Il y aura un form qui vous expliquera comment nous rejoindre, comment participer à un épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on aime les sous-marins. C'est-à-dire que nous, par rapport à d'autres podcasts, on préfère prendre des personnes qui chiffrent vraiment, qui font du vrai résultat, mais qui ne sont pas connus. Ça ne met pas en avant notre podcast. Il n'y a pas de reach par rapport à eux. On ne va pas venir capitaliser sur leur audience. Donc, c'est moins bien pour notre podcast, mais nous, c'est ce qu'on veut. On veut des gens, vraiment, qui peuvent apporter de la pure value. Donc, si vous êtes cette personne, si vous avez pensé que vous pouvez apporter des choses, remplissez le form. Il va être assez pointu parce qu'on est très pointueux sur qui on invite. Mais c'est avec plaisir qu'on fera découvrir ou partager des values dans tous les domaines. Enfin, dans tous les domaines de l'e-com. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. On lâche une petite dernière value ou pas? On doit toujours lâcher une dernière value juste avant la fin. Pour ceux qui restent jusqu'au bout, je te propose qu'on balance une dernière petite value. Un truc que peut-être on a appris récemment ou qu'on voudrait partager. Moi, un truc que je fais et que je ne sais pas si c'est courant que les gens font et que j'inciterai à faire, c'est de télécharger tout ce que vous avez comme information et à la place de tous les ingurgiter, parce que vous n'allez pas tout retenir, c'est-à-dire télécharger ces podcasts, prenez la transcription avec des applications comme Transcribe, mettez-les sur un chat GBT qui va être peut-être expert e-com ou entraîneur e-com, et dedans vous lui donnez toutes les formations qualitatives sur l'e-com ou vidéo sur l'e-com, et lui ça va être votre chat GBT qui va venir être super entraîné. Mais il va dire exactement ce que nous on aurait dit. Et par exemple, à la place de poser la question à nous, vous posez à votre chat GBT, puis techniquement, si nous on a déjà parlé de ça dans les podcasts, vous aurez les réponses. Ça peut être un petit hack. Et ça, je l'applique au podcast, mais moi je le fais avec plein de choses. C'est-à-dire, je reprends dans les groupes, je copie-colle toutes les conversations, des groupes privés où c'est qu'on fait partie, où c'est qu'il y a de la value, je mets dans un chat GBT, puis après je pose les questions et lui, il retrouve ou il me sort les bons termes. Donc ça, c'est bangers aussi. Excellent.
Donc, simplement, tu reprends des conversations, tu peux les mettre. Ouais, conversation, vidéo, et puis après, ça va être important dans les prompts que tu dis à ChatGPT, tu peux lui demander de ressortir tel quel, ou sinon lui il va mixer par rapport à ce qu'il pense. Donc ça, il faut faire attention. Est-ce que tu crées ton propre GPT? Ouais, Ok. ouais, créer mon propre C'est là où GPT. tu mets les dossiers, tu mets. Ouais. Ok, fort. Et après, tu l'utilises tout au long de la journée, tu ouvres ce GPT en question. Moi, j'ai ChatGPT par rapport à certains domaines. J'ai un ChatGPT, c'est mon CEO. Mhm. J'ai un ChatGPT, c'est mon marketeur. Et eux, je les entraîne avec des formations. Ok. C'est mes meilleurs employés. C'est fort, mais après, pour l'instant, je pense que je dois encore m'améliorer au niveau de ma compréhension de l'IA, des prompts pour qu'ils soient encore plus performants et que j'arrive à avoir des réponses plus performantes. Très fort. Moi, si je peux partager 2-3 insights, ça rejoint un peu ce que tu as donné avec l'IA. C'est d'utiliser ce qu'on a à disposition aujourd'hui. Même Google, hein, il devient de plus en plus intelligent. On pose des questions sur Google, Mhm. maintenant ça donne un peu des réponses mieux qu'avant, juste des liens. Des fois, ça répond tout simplement. Mais les IA dans les créas, il faut savoir que l'utilisation de l'IA dans Canva, c'est super Ah puissant. ouais, Franchement, Canva, on se rend pas compte, oh, mais vous allez dans applications, vous tapez n'importe quoi, il y a des applications de folie. attends, on peut faire des vidéos incroyables, on peut faire des images statiques incroyables, Ouais. on peut euh, uploader. Par exemple, là, il y a un carton d'un micro, je prends en photo, je le mets sur Canva, je peux copier-coller le texte, je peux le supprimer. Genre, c'est Mm. devenu super Ouais. puissant. C'est devenu super puissant. Donc, Canva avec l'IA, c'est super puissant. On a Agen, qui est un logiciel pour, par exemple, modifier les lèvres, etc., dans la bonne langue. C'est une IA super puissante pour de l'UGC. Et maintenant, ils ont des acteurs, etc. Au début, c'était pas au top. Maintenant, ils Mhm. sont super forts. On a une IA pour le fashion qui est super puissante. Littéralement, vous pouvez mettre le t-shirt blanc de Matteo simplement sans Matteo. On prend une photo et on peut mettre Matteo dans le t-shirt. C'est super, super Ouais. puissant. Elle s'appelle, cette IA, Focus, Focus. Elle est super incroyable. Moi qui chiffre en fashion, on va commencer à la mettre en place, ça va être incroyable. On a Caption et Submagic, une IA pour les sous-titres, bien connue, bien évidemment. Et Eleven Lab, l'IA la plus puissante à utiliser si vous l'utilisez toujours pas, que vous avez un shop qui est en train de scaler avec des créatives, ou c'est que c'est des voix IA, c'est des voix humaines, voix off, pardon, humaines, n'hésitez pas à faire des versions avec l'IA. Ça peut cartonner parce qu'elle sera plus dynamique, elle sera plus Mhm. vendeuse. Et même si c'est un profil plutôt âgé, vos clients, n'hésitez pas à mettre des IA plutôt âgés, mais qui est quand même dynamique. Mhm. Donc ça peut. Et utilisez l'IA pour créer votre voix. Sur Eleven Lab, on peut créer nos propres voix. Et simplement, vous tapez à ChatGPT, ok, donne-moi les tips pour qu'une voix impacte les personnes. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit mettre comme intonation? Puis du coup, il va vous donner des tips. Ok, il faut terminer les voix avec les phrases avec un ton grave. Si c'est une personne âgée, il faut parler peut-être avec plus une voix, je sais pas, imposante. Puis du coup, vous composez votre propre voix parfaite qui va venir convertir avec l'IA. Donc, il n'y a pas de limitation. L'IA est ultra, ultra puissante. Totalement. Et en parlant juste dernier value, parce que tu m'as demandé de donner de la value, c'est une extension que j'utilise, franchement, j'utilise souvent. Quand je regarde des podcasts, pas forcément des podcasts e-com, mais des podcasts développement personnel, quand je regarde, et d'ailleurs, tu pourras le mixer avec ton GPT, c'est d'utiliser cette extension YouTube Summary with ChatGPT et Claude. Donc, une fois que tu installes cette extension-là, tu vas sur YouTube et tu auras un petit rond GPT sur les vidéos. Tu presses dessus, ça t'ouvre la vidéo, toute la transcription de la vidéo sur GPT, ça te fait un résumé. Et s'il y a 2-3 points qui sont un peu trop résumés, tu peux dire ok, développe ce point parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que l'IA, elle a tout transcrit. C'est-à-dire, par exemple, Carl Weiche, qui est très fort en CRO, il a plein de vidéos de 1 heure, 2 heures, 3 heures, comment avoir des équipes à player. On vient résumer cette vidéo et on a tout son process. Après, tu mets ça dans ton IA et c'est banger. Donc voilà, petite value que j'utilise. Énorme. Comment s'appelle l'application? YouTube Summary with ChatGPT et Claude. Sur Ok. Google, l'extension, elle est totalement gratuite. Mais c'est mieux d'avoir GPT-4 quand même, ça fonctionnera beaucoup mieux.
Ouais. Enfin, le GPT payant, quoi, à 20 $ par mois. Et voilà. On se retrouve au prochain épisode. On va maintenant aller faire du e-com. Donc, à plus. Ciao les gars.